Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre webinaire. Donc, on est dans notre semaine du numérique qu'on propose traditionnellement au niveau de la Chambre de métier depuis plusieurs années maintenant. Et donc, tout au long de la semaine, vous aurez la possibilité d'assister à différents ateliers, différentes visioconférences en abordant différents domaines liés au numérique. Donc, on a démarré ce matin et on continue cet après-midi avec deux thématiques qui sont liées à la cybersécurité. Donc, on est également en plein milieu du mois que l'État a décidé sur la cybersécurité, puisque le mois d'octobre a été décrété dans cette thématique-là. On est comme d'habitude, maintenant vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, on est en mode webinaire avec notre outil Zoom. Donc, les micros et les caméras sont coupés et vous avez la possibilité, comme d'habitude, de poser les petites questions par les petits outils de discussion que vous avez au bas de l'écran. Voilà, donc ces webinaires sont proposés par l'équipe régionale des animateurs numériques de l'équipe Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous avez la petite carte sous les yeux. Donc Thierry qui m'accompagne cet après-midi qui est dans le 89, Laurie, notre nouvelle petite collègue qui est dans le 58, Margot dans le 71, Lionel dans le Jura dans le 39, David qui pour l'instant se partage trois départements, le 25, le 70 et le 90, et moi-même qui suis dans le 21. Donc voilà pour la petite équipe que vous commencez à connaître et puis on vous fera un petit focus à la fin sur les actions qu'on peut vous proposer au niveau de l'équipe numérique Bourgogne-Franche-Comté. Donc cet après-midi, on va aborder les bases et les fondamentaux de la cybersécurité. Donc on va avoir le plaisir d'avoir deux animateurs qui vont nous accompagner sur ce webinaire. Donc en l'occurrence François Guyot, également l'adjudant Fabrice Courbès, qui sont également nos interlocuteurs et puis qui se présenteront dans quelques minutes. Alors, avant qu'on passe à l'intervention, on a, comme d'habitude, deux petits sondages qui sont prévus. Donc, le premier qu'on va vous lancer dans quelques secondes, ça va nous permettre de vérifier vos appartenances. Voilà, les domaines d'activité dans lesquels vous êtes, Alors, au hop, niveau des secteurs de l'artisanat. Hein. Donc, on vous laisse répondre. Donc, vous faites attention, il y a deux questions. Hein. Et voilà, le secteur d'activité, puis est-ce que vous êtes installé ou en phase de porteur de projet? On va laisser quelques petites secondes encore. on va mettre fin au sondage. Merci pour votre participation. Vous êtes à 90%, 91% des entreprises installées et 9% des entreprises en porteurs de projets et création d'entreprises. Dans les secteurs du bâtiment, 9%, de la fabrication, 30%, des services, 43% et autres domaines d'activité, 17%. Voilà pour cette petite introduction et je pense que maintenant on va Alors, il laisser y a un la deuxième parole. sondage, Thierry, Ah s'il te pardon, plaît. Vas-y. excusez-moi. Non, non, c'est pas grave. Hop, il y avait une deuxième. On va vous remettre à contribution. Donc là, ça va plutôt être par rapport. À la Hop, thématique d'aujourd'hui. alors, hop, on va essayer de ne pas faire de boulettes. Par rapport à la cybersécurité, un petit peu est-ce que vous avez déjà été victime ou pas d'une cyberattaque? Et on vous laisse répondre. Alors, ça peut être cyberattaque, ça peut être un problème lié à des sauvegardes, ça peut être des piratages, etc. Hein. D'une manière générale, Virus. voilà, virus, tout à fait. Donc, voilà, un petit peu par rapport à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que parmi vous, il y en a déjà qui ont été ou non victimes de ce genre de problématique? Voilà. Eh ben, C'est merci bien, c'est un pour. tiers, deux tiers. Voilà. Donc, 36% des participants nous indiquent déjà avoir été victimes d'une cyberattaque. Donc, un sujet à prendre très, très au sérieux. Ouais, donc, maintenant, on va laisser la parole, je pense, à Monsieur François Guillot et je vais lui laisser la possibilité de partager son écran pour faire défiler sa présentation.
Et comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, soit on répondra avec Thierry en direct, soit on transmettra vos questions. Voilà, c'est bon. Bon, si je me mets plein écran, ça va être encore mieux. Bonjour, vous nous entendez? Oui, Impeccable. très Pour bien, moi, très très bien. bien. Ok, bon, bonjour. Nous allons d'abord nous présenter rapidement. Donc, nous représentons de deux façons différentes la Gendarmerie nationale, qui va essayer de donner un coup de main à la Chambre des métiers et de l'artisanat sur cette sensibilisation et quelques illustrations sur les pratiques de cybersécurité. À tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Bonjour, moi je suis l'adjudant Courbet, je suis référent sûreté et référent cyber pour la gendarmerie départementale en Côte d'Or. C'est-à-dire que je m'occupe principalement de la prévention des actes malveillants sur les sites, tout ce qui va être bâtimentaire, organisationnel ou humain, et également avec la casquette référent cyber, je fais la même chose finalement au niveau de la cyberdélinquance, donc plus préventionniste. Le petit message, c'est de dire attention, vous pouvez être victime et voilà ce que vous devez faire pour vous protéger. Voilà, François Guyot, donc moi je suis réserviste citoyen de la Gendarmerie nationale, je suis un peu plus âgé que l'adjudant. J'ai 40 ans d'expérience dans les fonctions informatiques et direction système d'information. Et mon dernier job, puisque vous avez dû deviner que j'étais retraité vu mon âge canonique apparent, mon dernier job était dans le groupe Plastic Omnium, j'étais directeur cyberdéfense, donc j'ai mis en place un certain nombre de moyens d'organisation pour traiter ce sujet de cybersécurité dans une industrie. Alors effectivement, c'est un groupe important, hein, 130 usines dans 25 pays, mais beaucoup d'unités de taille relativement modeste, donc finalement, on n'est pas si éloigné des situations que vous pouvez représenter les uns et les autres. Et pour l'anecdote, avec l'adjudant, on se connaît depuis 4 ou 5 ans maintenant, puisqu'on avait fait une présentation commune à la gendarmerie de Gevrey-Chambertin en octobre 2019, où lui avait présenté l'aspect sûreté et moi j'avais présenté un aspect cyber. Voilà, à une organisation patronale qui s'appelait la GRAP, si je me souviens bien. Voilà. Donc, au-delà des anecdotes, donc, ce que nous allons évoquer, c'est un petit peu le contexte cyber. On va expliquer que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, bon, votre petit sondage l'a démontré également. Expliquer un peu quels sont les acteurs de cette action de sensibilisation. Bon, c'est un peu présenté, mais l'adjudant présentera un peu plus ce qu'il fait dans le détail et ce que la gendarmerie fait ou peut faire, notamment après, souvent avant, mais aussi après, quand c'est arrivé. Voilà, un peu comme leur équivalent de la police. Et puis après, on rentrera un petit peu dans le détail. C'est quoi une attaque cyber? De quoi elle parle-t-on? Pour essayer de bien comprendre de quoi il s'agit. Et quand on a bien compris, en général, on est plus actif sur la volonté et la façon d'essayer de traiter, d'anticiper les choses. On présentera un certain nombre de risques et de menaces, et puis un certain nombre de recommandations de sécurité. Alors, on ne va pas se noyer dans la technique, je vous rassure, on va rester dans des choses relativement générales. Mais là encore, le but du jeu, c'est que vous compreniez un petit peu la nature du problème, la nature de la solution, pour aller chercher chez les gens qui, dans la vie de tous les jours, vous aident sur le plan numérique, informatique, un partenaire, c'est un fournisseur, c'est quelqu'un dans la famille, peu importe, pour lui poser les bonnes questions pour savoir si vous êtes dans une situation relativement correcte ou pas par rapport à ce risque-là. Et puis on terminera par en cas de crise, qu'est-ce qui se passe et à quoi il faut penser en général ce jour-là quand on est un petit peu stressé. Voilà. Alors, contexte cyber, bon, grosso modo, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, en général, pour nous, c'est assez difficile de donner des exemples, parce que les gens qui se font prendre, en général, n'ont pas trop envie d'en parler à tout le monde, notamment quand il s'agit d'entreprises, puisque c'est toujours en termes d'image et de communication un sujet qui n'est pas facile à traiter. Mais j'ai quand même trouvé cet article dans le bien public. Donc, à Huy, en Côte d'Or, ça arrive. Hein, donc, une boîte qui s'appelle Fimadev s'est fait, entre guillemets, avoir et a été relativement paralysé dans son fonctionnement la vie de tous les jours. Donc ça arrive, y compris en Côte d'Or. Et puis ça arrive à des entreprises un peu plus connues, on va dire, ou peut-être un peu plus importantes. Bon là, c'est copie d'un mail que j'ai reçu, hein, de la société Baccarat, hein, donc une entreprise industrielle de taille moyenne importante. Donc a priori, on peut penser qu'elle peut avoir fait ce qu'il fallait ou commencé à faire ce qu'il fallait, qui s'est quand même fait attraper et qui prévient ses clients qu'ils se sont fait peut-être prendre leurs données personnelles, type adresse, téléphone, mail, etc. Donc en gros, pour faire simple, ça arrive à tout le monde, toutes les situations, tous les éléments géographiques, etc. La seule question qu'on ne connaît pas, c'est quand ça va arriver.
Voilà. Alors, dans d'autres présentations qu'on a fait par la Chambre des métiers, on avait un petit film de 2 minutes qui était des vrais témoignages. Bon, j'ai préféré le passer, quitte à avoir un peu plus de temps, si vous avez des questions-réponses en fin de présentation sur ce sujet-là. Mais soyons convaincus, ça arrive, et pas qu'aux autres. Et puis, je peux même rajouter effectivement que, bon, certes, les grosses entreprises se font attaquer. Les petites aussi, nous, en gendarmerie, on voit beaucoup d'entreprises de taille modeste qui se font attaquer également, mais je crois qu'on en reparlera un tout petit peu plus tard. Voilà. Alors, bon, ça, c'est un élément que j'ai récupéré sur un site un peu professionnel. Donc, l'ANSSI, c'est un peu le grand gourou de la cybersécurité dans le monde civil, vis-à-vis des entreprises et des administrations, par rapport à la cyberdéfense, qui est le grand gourou dans la matière militaire. Et c'est des gens qui font un peu plus la guerre. Donc, l'ANSSI, on ne fait pas la guerre, on essaie de se défendre. Voilà, qu'est-ce qu'elle constate, c'est environ 700 ou 800 personnes, l'ANSSI, de spécialistes sur le sujet. Donc qui est au carrefour de beaucoup d'informations. Donc en ce qui concerne les TPE, PME, TI, vous voyez, c'est écrit, elles représentent quand même 40% des attaques en ce qui concerne le rançongiciel. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur ce que c'est que le rançongiciel. Donc c'est une part significative des attaques qui sont constatées. Alors que ce soit des attaques délibérées, des attaques par hasard ou des attaques subies, c'est un peu comme la grippe ou le Covid, ça ne s'attrape pas forcément parce qu'on est nominativement désigné, mais on est dans la mauvaise zone ou au mauvais endroit pour l'attraper. Donc ça arrive effectivement, TPE, PME et TI sont concernés par ce sujet-là, ça leur arrive. Et là, ce qu'il faut considérer, un deuxième élément important, toujours dans ces éléments de contexte, c'est que environ, on considère qu'aujourd'hui, un tiers des TPE-PME sont correctement équipés pour se défendre. On serait dans le monde de la sûreté, on dirait, on les bonnes serrures 5 points sur les portes d'entrée et elles ne laissent pas les fenêtres entrouvertes, pour dire les choses de façon un petit peu simpliste. Voilà. Et que ce qui est constaté derrière, c'est que le risque de défaillance fatale de l'entreprise, il augmente d'environ 50% dans les 6 mois. C'est-à-dire qu'une entreprise pas attaquée a un certain nombre de chances d'avoir un mauvais avenir économique. C'est là été attaqué, c'est multiplié entre guillemets par 1,5 à 2 dans les 6 mois qui viennent, parce que son fonctionnement est effectivement très déstabilisé, et on verra tout à l'heure comment ça peut être déstabilisé. Voilà. Autre point d'élément de contexte, c'est juste une image et un rappel. Ce sigle, le CSIRT, en fait, c'est un organisme de contact qui est destiné aux entreprises de taille plutôt petite et moyenne et aux structures collectivités territoriales du même ordre de grandeur pour, notamment en cas d'incident, c'est le premier numéro de téléphone auquel on peut aller pour se faire aider, pour aider à diagnostiquer la nature un petit peu de ce qui peut vous arriver et éventuellement d'être réorienté vers des partenaires, gratuits ou payants, peu importe, mais réorienté vers des gens qui pourront vous aider à vous sortir, je dirais, de la situation dans laquelle il faut être. Donc, connaître cette institution-là et avoir ces références, c'est un point de fonctionnement. C'est comme connaître sa brigade de gendarmerie, son commissariat de police, le numéro des pompiers, etc. Il ne faut pas toujours appeler le 15 ou le 17 parce que des fois, il y a beaucoup d'autres sujets qui sont à traiter à ce sujet. Voilà. Donc, c'est pour information. C'est des gens très compétents, mis en place depuis moins d'1 an, je crois. Ils viennent de fêter leur première année d'existence tout récemment. Voilà. Et ils ont déjà pas mal d'appels. Et donc, c'est un important point d'assistance, notamment quand on a un problème. Voilà, donc il ne faudra pas hésiter à solliciter. Alors les acteurs, au-delà de nos 2 personnes qu'on a déjà présentées, voilà, le référent sûreté et cybersécurité, qu'est-ce qu'il fait? Alors le référent sûreté, pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans des grands discours, il faut me voir plutôt comme un préventionniste, c'est-à-dire que dans une entreprise, on a toujours des failles de sécurité, comme disait François tout à l'heure, effectivement, ça peut être la porte qui a de mauvaise qualité, la serrure qui a de mauvaise qualité, les systèmes de vidéoprotection qui sont peut-être pas bons non plus. Donc, mon rôle à moi, c'est de venir un petit peu l'œil extérieur. C'est-à-dire que quand on évolue dans un milieu qu'on connaît, on a tendance à plus forcément voir les failles de sécurité et les problèmes qui peuvent survenir. Eh ben, moi, je viens, je fais le tour de votre entreprise et je mets le doigt sur éventuellement une possible faille de sécurité en vous disant, bah, tiens, attention, ça peut être risqué en cas de vol, en cas de vol de matériel, d'intrusion ou de dégradation volontaire. Donc, c'est tout ce qui va être prévention des actes malveillants. Malveillance, c'est intentionnel, c'est pas ce qui va relever de la sécurité. Même si les deux, des fois, peuvent un petit peu se côtoyer sur l'incendie, par exemple. On ne sait jamais si c'est trop volontaire ou accidentel, mais c'est normé.
Et ben, pour le cyber, je fais la même chose finalement, où je viens vous dire, OK, vous avez un système, vous avez un site internet, vous avez une façon de fonctionner. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que vous n'avez pas oublié certaines choses pour vous protéger? Donc, j'interviens principalement ben, pour les collectivités territoriales, les entreprises, rarement pour les particuliers, mais nous avons au sein de la gendarmerie des correspondants sûreté qui sont formés pour accompagner le particulier justement s'il a des problèmes de sécurisation de sa maison ou d'une toute petite structure. Donc finalement, on est deux sur le département, mais sur l'ensemble du département, on est à peu près 35 à pouvoir vous épauler, à vous conseiller ou au moins vous réorienter sur les bonnes personnes. Voilà, je crois que cette activité-là, il faut bien voir que c'est un. Enfin, moi, je vois un peu depuis mon monde civil, c'est un premier point de contact qui permet de faire un premier niveau de diagnostic, de détecter des choses qui ne vont pas bien et de vous orienter effectivement plus rapidement vers un bon partenaire qui éventuellement pourra vous aider à traiter le sujet. En plus, c'est gratuit. C'est Le gratuit. tout, c'est de trouver le bon numéro de l'adjudant. Et une fois que vous avez son numéro de téléphone ou son adresse mail, et on vous la donnera, il n'y a pas de problème pour avancer sur ce sujet-là. Donc, il n'y a rien de mercantile, c'est pas facturable, on ne fait pas concurrence au secteur privé. On est beaucoup plus en amont, je dirais, sur ces Voilà. sujets-là. On Hein. n'a rien à vendre et on n'oriente pas sur les entreprises. On vous dit, voilà, quel type de sécurité vous devriez mettre en place. Et donc, donc là, vous êtes basé en Côte d'Or. Là, on est en un webinaire qui s'adresse à 8 départements. Et je suppose que vous avez des homologues dans chaque département, dans les 8 départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Au niveau des référents sûreté, il y a un ou deux militaires qui sont vraiment dédiés à cette tâche dans tous les départements. Je peux éventuellement communiquer les coordonnées de ces personnes, il n'y a aucun souci. Et au niveau des référents cyber, c'est quelque chose d'assez récent qui se met en place. Il y en a un en Côte d'Or, c'est moi, et ça va être amené l'année suivante à se mettre en place également. Donc c'est quelque chose de tout nouveau, mais ce qui est dit là, c'est valable au niveau des autres départements également. Par contre, Nathan, là, je vais faire un petit peu l'avocat du diable par rapport aux gens qui nous suivent. N'attendez pas que le problème arrive. On est sur de la prévention, là. Donc, il ne faut pas hésiter. On a toujours tendance à dire, ouais, j'ai pas le temps, etc., etc. Vaut mieux le faire avant. Vaut mieux prévenir que guérir, si on peut conclure comme ça. C'est une bonne conclusion, ouais. Voilà. Merci. Bon, et sachant que l'adjudant, bon, étant gendarme, a priori, il travaille plutôt pour ce qui est de la zone gendarmerie, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'interdiction. Si quelqu'un appelle de Dijon Centre, Non, oui, c'est vrai que ça, j'ai oublié de le il a quand préciser. même. On travaille en zone gendarmerie. Gendarme, on travaille en zone gendarmerie, mais vous avez des référents sûreté aussi en police. Voilà. Donc, qui sont joignables. Pour Dijon, il suffit d'appeler Suquet, demander à parler au référent sûreté, vous aurez les coordonnées qui seront transmises. Et je peux même vous transmettre les coordonnées parce qu'on travaille Ouais, très souvent ensemble. je pense que ça sera bien d'alimenter, je dirais, ce petit agenda, ce petit carnet d'adresses. Voilà. Oui, je rejoins mon collègue Thierry. Voilà, si c'était possible de nous faire passer des coordonnées des collègues, parce que comme ça nous permettrait éventuellement de faire le relais avec nos agents qui sont dans les départements et de faire la même logique dans tous les départements. Eh bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, voilà. Donc, une bonne accroche pour échanger déjà un certain nombre de choses pour faire des actions d'anticipation essentiellement. Bon, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, je vais essayer de vous illustrer, vous expliquer c'est quoi une attaque cyber, pourquoi ça arrive et comment, grosso modo, ça se fait, sans essayer de me noyer dans le système technique. Alors, l'objectif de ce qu'on appelle une attaque cyber, c'est de prendre le contrôle d'un système. Alors, un système, c'est quoi? Ben, c'est comme en bas à droite de l'écran, c'est votre téléphone, c'est un PC, c'est votre montre connectée, c'est votre pacemaker, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Et puis en haut à droite, c'est l'ordinateur de la météo de Météo France, ou c'est les serveurs de la gendarmerie, ou c'est les serveurs de l'office notarial de je ne sais où, ou c'est le petit serveur ou l'ordinateur comptable de la boulangerie Duval, etc., etc. Donc un système, c'est toujours toutes ces boîtes, si je puis dire, tous ces éléments-là sont des systèmes qui sont susceptibles d'être pris pour cible pour faire quelque chose. Alors le quelque chose, le but du jeu d'un attaquant en général, c'est prendre le contrôle du système pour le neutraliser, c'est-à-dire l'empêcher de fonctionner. Hein, vous comprenez bien que si on arrête un pacemaker, ben, c'est le crime parfait. Hein, parce que pour trouver le coupable, surtout s'il attaque depuis le fin fond de la Russie, ça ne va pas être simple.
D'accord? Donc, c'est un des objectifs. Le deuxième, une autre un autre objectif, c'est de prendre le contrôle d'un système pour en faire un outil disponible qui est installé à l'intérieur de l'entreprise pour éventuellement rebondir dessus et attaquer d'autres cibles. Hein, j'ai trouvé un point d'entrée qui est, mettons, l'ordinateur de l'assistante du directeur, je dis n'importe quoi. Il est connecté au réseau, je vais pouvoir m'en servir. Peut-être ça sera plus facile depuis cette machine-là d'aller trouver un des serveurs sur lequel il y a des informations de type comptable, ressources humaines, tout ce qu'on veut, pour aller m'installer aussi sur cette nouvelle machine et y faire un certain nombre de choses désagréables, on va dire ça comme ça. Et puis, in fine, c'est aussi lui faire prendre un comportement déviant sur l'environnement avec lequel il travaille. Typiquement, c'est si je prends l'exemple d'un PC qui est sur une ligne de production, qui pilote une ou plusieurs machines. Alors, pour l'illustrer, c'est un cas vécu quand j'étais dans l'automobile chez Plastic Omnium, un automate de peinture hein, qui vous peint les pièces de carrosserie d'une certaine couleur. Si vous voulez mettre le bazar dans la production automobile, vous changez la couleur de façon non prévue. Et le constructeur derrière qui reçoit vos portières pas dans le border des bonnes couleurs, il va être embêté pour faire des voitures homogènes en couleur. D'accord? Donc sa chaîne va s'arrêter, donc ça va arrêter la production. Il va se venger en facturant des amendes à ses fournisseurs, etc. Et ça arrive vraiment, et c'est pas de la rigolade. Hein, dans le monde automobile, chez BMW, alors c'est un chiffre qui date un peu, mais si on arrête leur chaîne de fabrication 1 heure, c'est 150 000 $, 150 000 euros. D'accord? Donc 2 journées, 3 millions. Hein, donc ça va très très vite. Donc rappelez-vous, il faut bien comprendre, l'objectif c'est de prendre le contrôle d'un système, votre téléphone, votre montre connectée ou l'ordinateur de la météo ou tous les ordinateurs que vous pouvez avoir dans votre installation, d'accord? Pour l'arrêter, pour s'en servir, pour recommencer vers autre chose de façon un peu plus simple, ou lui faire faire des choses un petit peu différentes de ce pour lequel il est prévu. Vous avez un ordinateur qui stocke des données ressources humaines, le truc un peu différent, c'est d'aspirer vers l'extérieur les données ressources humaines. Hein, donc, tant que c'est les dates de naissance et les machins, c'est pas très très grave. Quand c'est des maladies professionnelles de la médecine du travail, c'est un peu plus embêtant. Pour prendre des exemples, des illustrations un petit peu plus similaires. Alors, comment on y arrive? Comment nos attaquants, là, qui habitent le fin fond de la Russie, de la Corée ou de je ne sais où, ou même des fois de la Dordogne, hein, comment ils font? En général, ils utilisent des faiblesses, on appelle ça des vulnérabilités dans le monde numérique informatique, qui sont assez bien connues. Alors, pourquoi ces vulnérabilités, elles existent? Sur des plateformes bien connues. Alors les plateformes, on va prendre, si c'est un PC, c'est le monde Windows, si c'est un Mac, c'est le monde iOS, si c'est un téléphone non Apple, c'est le monde Android, etc. etc. Donc c'est logiciel, puisque ce sont des logiciels. Les informaticiens, pour avoir fait le métier pendant 40 ans, on sait très bien qu'on est loin d'être parfait. Donc on a toujours un certain nombre de choses qui sont pas très bien ficelées, pas très bien testées, pas très bien verrouillées. Et effectivement, il y a des gens qui les trouvent et puis qui les exploitent. En général, c'est des points d'entrée qui sont mal contrôlés, qui les exploitent et qui leur permettent de prendre la main sur les plateformes. Donc, on verra tout à l'heure qu'il y a un moyen de contrer ça, c'est de faire en sorte que ces vulnérabilités qui, bien entendu, une fois qu'elles sont découvertes, elles sont corrigées au bout d'un certain temps. Moins de temps on met à les corriger, moins on a de chances de se faire, de voir cette faiblesse utilisée par un adversaire. Et puis, un deuxième élément qui est un petit peu de même nature, mais là, ce n'est pas de la faute à Windows ou à Microsoft ou à Apple ou à d'autres, c'est les faiblesses de sécurité des systèmes informatiques qui sont mis en place dans les entreprises. Alors, ça peut être votre PC individuel si vous êtes un artisan et vous n'avez qu'un seul PC sur lequel il y a un certain nombre de choses sur lesquelles vous faites un certain nombre de choses, de type votre comptabilité, votre déclaration d'impôt, etc., etc. D'accord? Et puis, ça peut être la façon dont vous le gérez. Hein. Par exemple, dans une entreprise de taille un petit peu plus importante, nombre d'entre elles ne connaissent pas vraiment la liste du parc de PC, de téléphones, de montres, etc., qui est dans leur périmètre. Donc forcément, quand ils ne savent pas que ça existe, ils ont du mal à y faire des actions pour les mettre dans le meilleur état possible pour que ça puisse fonctionner. Alors, quand le matériel est neuf, on peut penser qu'il est à jour. Quand il a 1 an, il est un peu moins à jour. Quand il y a 2 ans, il est encore moins à jour, etc., etc. Donc, en général, c'est des points de faiblesse de l'organisation et du comportement. Hein. Donc, soit les machines ne sont pas très bien configurées parce qu'on les a démarrées comme nous l'a fourni le fournisseur et on n'a pas essayé d'y faire un certain nombre d'actions un petit peu prudentes. Soit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on n'applique pas les corrections
qui sont publiées régulièrement par les éditeurs type Microsoft ou Apple ou d'autres. Soit on a des politiques de sécurité interne insuffisantes. On va vous parler des mots de passe tout à l'heure, par exemple, hein, ou de détection de signaux faibles. Je donnerai des exemples aussi tout à l'heure. Mais le mot de passe, si vous mettez 1, 2, 3, 4, 5 ou A, Z, E, R, T, Y, etc. sur le clavier, bien entendu, le petit robot qui essaye de se connecter, il va commencer par cela, hein, avant d'essayer de trouver votre date de naissance ou le nom de votre petit-neveu. D'accord? Donc, si on a des politiques de sécurité insuffisantes, c'est des maillons faibles, mais c'est comme laisser sa clé dans la porte ou laisser la porte du jardin ouverte, hein, pour rentrer dans la maison. C'est à peu près du même. C'est des choses simples, mais forcément qui souvent ouvrent des portes. Et puis, un truc qui est un petit peu plus important en matière de numérique et d'informatique, c'est les systèmes qui sont obsolètes, très anciens. Pour prendre un exemple sur les PC, les vieux Windows s'appellent Windows XP. Avant, il s'appelait encore Windows 98, Windows 95. Bon, souvent, dans les machines, notamment quand on est dans le monde de la production, c'est des choses qui marchent encore, parce que c'est des machines qui ne sont pas fatiguées le soir. Elles font pas énormément de choses. Par contre, il n'y a plus de correctifs. Hein, donc, les faiblesses que j'évoquais tout à l'heure, celles qui n'ont pas été corrigées restent. Il y a toujours des gens qui les cherchent, il y a toujours des gens qui les trouvent. Et puis, on peut avoir un certain nombre de défaillances de cette façon-là. Donc, on verra tout à l'heure, ces machines-là, on a intérêt à encore plus les protéger que les machines récentes. Donc, faire un peu plus attention au fait qu'elles soient relativement sensibles à une mauvaise influence, on va dire, à ce qu'on appelle une attaque depuis l'extérieur. Hein, voilà. Alors, quels sont les principaux risques et cybermenaces, quelles sont les choses les plus courantes qu'on a, hein? Et puis après, on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement les contourner. Alors, attendez, j'ai un bout d'écran qui me gêne là, je pourrais bien l'enlever. Comment on fait Comment je peux fermer ça là? Non. Voilà, pardon, c'est bon. Je ne voyais pas tout mon écran. Donc, les principaux risques. Donc, on en a 4 qu'on va passer un peu plus en détail. L'hameçonnage, le phishing. Vous verrez que votre copain le mail peut présenter un certain nombre de pièges. Les rançongiciels qu'on a un petit peu évoqués, qu'on appelle aussi des ransomware dans le jargon anglo-saxon. Et puis, deux risques qui sont un peu secondaires, en général déclenchés par les précédents, qui sont le vol de données, mais on parlera un peu des conséquences que ça peut avoir. Et puis, les faux ordres de virement. Bon, ça, on ne s'étendra pas trop parce que je crois que vous avez un atelier dans l'après-midi qui est prévu sur le sujet. Donc, on en parlera plus rapidement. Alors, si on parle du hameçonnage, c'est une attaque, ça consiste en quoi? Ça consiste à vous adresser des messages. Alors, c'est souvent des mails, mais ça commence aussi à être beaucoup des SMS. Ça commence aussi à être des chats, alors que ça soit sur Facebook, sur Insta, enfin, sur tous les machins où on peut faire du chat. Hein. C'est un moyen d'échanger avec votre machine, hein, par votre truchement entre le clavier et puis l'écran, d'accord, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on essaie d'usurper l'identité de l'expéditeur. Donc, on se fait passer pour votre banque, on se fait passer pour la sécurité sociale, on se fait passer pour les impôts, on se fait passer par la police et la gendarmerie. Hein, quand on vous envoie un mail en disant que vous avez vu des machins porno et qu'on va vous dénoncer, c'est pas vraiment la police ou la gendarmerie qui vous envoie le mail, bien entendu. Hein, c'est quelqu'un qui veut amorcer la pompe pour vous faire chanter et puis effectivement vous faire payer quelque chose. Hein. Voilà, donc c'est des messages qui arrivent, qui sont envoyés par des usurpateurs. Et effectivement, il faut essayer de les détecter. Et puis, quand on a un doute, il ne faut pas les ouvrir. Ou si on les a ouverts, il ne faut surtout pas essayer de cliquer un peu partout dans le message parce que c'est là que les pièges commencent. Voilà, donc ça usurpe l'identité d'un tiers dit de confiance, c'est-à-dire que le banquier, on lui fait confiance, la Sécu, Amélie, on lui fait confiance, les impôts, on leur fait confiance, etc. Bon, c'est pas le beau-frère ou la belle-mère, hein. Donc c'est plutôt des institutions qui vont vous inciter à dire des choses que, a priori, vous ne diriez pas à tout à chacun. Et l'objectif, effectivement, c'est souvent soit de dérober des informations confidentielles, donc essayer d'avoir votre mot de passe pour vous connecter sur votre compte en banque, hein, soit d'avoir votre RIB bancaire pour essayer de faire des opérations de prélèvement, soit des numéros de carte bleue pour essayer de payer à votre place, etc., etc. Voilà, donc de dérober des informations un petit peu à caractère confidentiel que vous allez donner en confiance puisque c'est un tiers, c'est quelqu'un qui vous fait confiance, enfin à qui vous faites a priori confiance, qui est en train de vous envoyer ce mail. Hein. Et je rajoute là-dessus, c'est vrai que vous disiez, ça arrive par email, ça arrive par SMS, et également maintenant, ça arrive de plus en plus par des messages laissés sur répondeur. Quelqu'un qui va se faire passer pour votre banquier ou quelqu'un qui va avoir une autorité légitime, qui va vous appeler, qui va vous demander de faire une action. Tiens, nous, on s'est aperçu de problèmes sur votre compte bancaire, on a besoin d'y avoir accès, donnez-nous vos codes.
Et ça arrive effectivement maintenant de plus en plus par le vocal aussi. Donc faites attention Voilà. si vous recevez des appels comme ça. Les messages audio, ne pas cliquer sur les numéros qui sont proposés Voilà, ou même tout de quelqu'un qui suite. va décrocher, vous allez avoir un interlocuteur, on se méfie, si c'est pas votre banquier, vous faites un contre-appel, vous rappelez votre banquier, c'est aussi bien. Voilà. Donc, les conséquences possibles, bon, j'ai déjà un tout petit peu esquissé, hein, c'est effectivement d'essayer de pirater des comptes, surtout professionnels de messagerie, hein, le faux fournisseur qui va être payé, hein, donc il va essayer par ce canal-là de récupérer ce compte-là. Alors, la messagerie, on y reviendra un peu avec le mot de passe, c'est un outil qui est très important en matière de sécurité, parce que souvent, vous connaissez le lien sur tous les sites où on accède, il y a un lien qui s'appelle mot de passe oublié. Et quand on clique dessus, d'accord, il envoie, ça permet d'envoyer un code de déblocage sur votre boîte aux lettres. Donc, si l'attaquant connaît votre mot de passe boîte aux lettres, ça va être un bonheur pour lui de changer tous vos comptes d'accès sur des services extérieurs de type administration et autres. Donc, les comptes de messagerie professionnels et aussi particuliers, mais surtout professionnels, sont clés par rapport à ce type de risque. Bon, la deuxième conséquence, bon, bah, c'est de pirater l'accès aux divers systèmes de l'organisation, alors que ça soit une informatique relativement sophistiquée ou des choses beaucoup plus simples si on est dans une entreprise plus artisanale, hein, c'est d'accéder à vos machines et après d'aller faire des choses que j'évoquais tout à l'heure qui visent à les détourner de leur fonctionnement nominal, leur fonctionnement normal. Voilà. Et puis, quand on est très sophistiqué, effectivement, c'est de rentrer sur le réseau de l'entreprise pour aller y mettre le bazar, grosso modo, essayer d'installer des rangs logiciels à droite à gauche sur plusieurs machines de l'entreprise qui seraient sur le réseau, et puis de lancer des actions de type faute aux ordres de virement en envoyant des mails à d'autres. Hein. Une fois qu'on est dans l'entreprise, on peut connaître l'annuaire téléphonique de l'entreprise ou l'annuaire mail de l'entreprise, donc trouver l'adresse mail du comptable si des fois on ne l'avait pas déjà, etc., pour essayer de l'inciter à faire un certain nombre de choses pas tout à fait orthodoxe, disons ça comme ça. Voilà. Donc, hein, le but, souvent, c'est de voler des informations personnelles ou professionnelles pour en faire un usage secondaire qui, là, sera un usage soit de destruction, soit de vol en numéraire ou de vol de choses revendables de type information. Voilà. Le deuxième risque qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le rançon logiciel, le ransomware. Donc, c'est une attaque, c'est une action technique un petit peu, hein, qui consiste, une fois qu'on est rentré dans votre machine ou dans votre téléphone ou dans tout ce qu'on veut, hein, c'est une attaque qui consiste à chiffrer, à crypter, c'est pas le bon mot, mais je le dis quand même parce que ça peut faciliter la compréhension, les données qui sont sur cette machine, hein, les données d'entreprise qui sont sur cette machine, ou simplement à empêcher d'y accéder. Bon, peu importe. Donc, c'est souvent du chiffrement, c'est-à-dire que vous avez un document Word qui était lisible par votre outil de traitement de texte, mettons Word hein, pour l'exemple, d'accord. Une fois que le fichier a été chiffré par cette attaque-là, il est illisible, il devient illisible pour le traitement de texte. Donc, vous ne pouvez plus rien faire de ce fichier-là. Donc, imaginez que c'est votre base de données comptable qui a été chiffrée, c'est la même chose, votre logiciel de comptabilité ne peut rien faire. Vous avez votre fichier client, votre logiciel de fichier client ne peut plus rien faire, etc. etc. Et puis, la petite musique qui est chantée juste après, c'est de dire, ah, je t'ai coincé, je t'ai plié tes données sur telle et telle machine, etc. Si tu me donnes 500 euros, je te vois le code pour les déchiffrer. Si tu me donnes 5000 euros, je t'envoie le code pour les déchiffrer, etc. etc. Voilà. Donc, l'attaque, ça consiste à chiffrer les données, vous essayez d'y accéder, pouf, vous avez un écran rouge qui apparaît ou équivalent qui vous dit mes données sont illisibles, inutilisables. Et en général, on vous dit je viens de vous avoir. Si vous voulez être d'accord pour négocier, cliquez sur le lien suivant ou écrivez à l'adresse mail Tartampion ou appelez le 22 Agnières, entre guillemets, enfin un numéro de téléphone particulier, qui en général est un niveau surtaxé qui vous reroute sur autre chose. Enfin, évidemment, ils ne sont pas Paris 15e hein, pour vous répondre. En règle générale, ils sont plutôt un petit peu planqués. Donc retenez ça. Un ransomware, un rançon logiciel, ça chiffre les données, je ne peux plus m'en servir et on me demande de l'argent pour les retraduire dans le bon sens pour qu'elles redeviennent utilisables. Voilà, bon, ça se fait comment? Je l'ai un peu esquissé, hein, c'est on essaie de rentrer dans le réseau de l'entreprise par des accès à distance ou simplement parce qu'on a compromis l'équipement d'un collaborateur
du genre, la femme de ménage a mis une clé USB et puis la clé USB a fait le travail toute seule derrière, hein, peu importe le moyen. Donc la machine est compromise et elle travaille de cette façon-là. En fait, elle exécute un traitement, hein, un calcul qui va chiffrer les données, hein. Donc la conséquence, une fois que vous avez votre application comptable qui a arrêté, votre fichier client qui a planté, vos commandes qui sont foutues, etc., etc., ben, en gros, ça arrête l'activité de l'entreprise. Et à minima, ça fait perdre des données. Alors, les pertes de données, on arrive à traiter si on a fait ce qu'il faut avant. Par contre, quand on est arrêté, rappelez-vous le premier exemple que j'ai donné tout à l'heure, hein, Fimadev, là, si je me souviens bien du nom, ils ont été fortement gênés. Bon, ils n'ont sûrement pas tout raconté dans le détail dans la presse et c'est bien normal, hein, mais moi, j'ai un exemple qui est très célèbre, alors qui est la grande industrie, hein, c'est pas du tout, on n'est pas dans le monde de l'entreprise petite et moyenne. C'est le groupe Saint-Gobain, hein, qui s'est fait avoir en 2017, si je me souviens bien. Ils ont été arrêtés 3 semaines, hein, entreprise de 100 000 personnes, ils ont tous été arrêtés pendant 3 semaines, hein. Donc ça leur a coûté on était un peu près d'eux, donc on a eu quelques éléments un peu plus précis, entre 300 et 700 millions d'euros. Bon, leur chiffre d'affaires est en rapport, hein, quand même, mais vous vous rendez compte, Saint-Gobain arrêté pendant 3 semaines, et les gens d'une filiale, c'était pas Bâti Dépôt, enfin une boîte de bricolage, je ne me rappelle plus laquelle, enfin peu importe, grand public, hein, les commerciaux, pour accueillir les clients, ils avaient le cahier aspirant et le crayon, hein, ils n'avaient plus de catalogue, ils n'avaient plus rien, hein. Pendant 3 semaines, ils n'ont rien. Et là, je dirais qu'il y a des exemples. Enfin, j'ai un exemple qui date de quelques semaines d'une entreprise de 50 salariés qui a été attaquée sur le même principe récemment. Sauf que ben, c'est pas Saint-Gobain, ils ont peut-être pas les reins pour réussir à se remettre d'une telle attaque. Et tout a été chiffré. Et c'est vrai qu'on peut dire, oui, oh, bah, c'est les données clients, c'est des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut peut-être avoir, mais il y avait également les données R&D, il y avait plein de choses qui les faisaient fonctionner, il y avait plein d'investissements aussi dessus. Et du coup, cette entreprise de 50 personnes, actuellement, elle est en passe de déposer le bilan. Et il y aura ben, les 50 personnes qui seront au chômage parce que l'entreprise ferme. Donc le ransomware, à partir du moment où vous êtes attaqué, c'est quelque chose de sérieux parce que ça entraîne plein de conséquences. Vous perdez toutes vos données et les employés qui sont dépendants de l'activité, bah, finalement, risquent de se retrouver au chômage. Pour compléter, pour compléter vos propos d'activité, quoi, de risque, on a une vague aussi pendant l'été de garages et qui ont suivi des attaques. Alors pas forcément, ça peut être des fois leurs fournisseurs, quoi, ceux qui gèrent toute la partie informatique, mais tout le suivi de l'entretien des véhicules. Donc ça peut concerner des toutes petites entreprises, hein. C'est comme vous l'avez bien dit, on parle des grands groupes, mais aussi les toutes petites entreprises peuvent être directement impactées par ce type d'attaque. Voilà, donc ça peut arriver, puis quand c'est arrivé, là, on n'est pas bien, donc c'est un petit peu compliqué. Bon, l'objectif pour l'attaquant, c'est effectivement de récupérer de l'argent, par un biais ou par un autre. Après, on peut rentrer dans des considérations un peu plus compliquées, mais ça commence toujours par extorquer de l'argent. Et je pense que dans des structures de taille petite et moyenne, ça en restera là. Après, on peut avoir un chantage pour extorquer des échanges de données de type recherche-développement ou autre par quelqu'un qui travaille pour un concurrent, hein, pour dire les choses de façon simple. Les concurrents ne sont pas forcément des gens honnêtes travaillant dans le même pays que nous, hein. Ils peuvent être à l'autre bout de la planète et avoir un peu moins de rigueur, on va dire, dans la vie collective. Alors, le vol de données, donc, bon, c'est un petit peu un effet secondaire, je dirais, d'une des deux précédentes, hein, voire d'autres solutions. Mais, voilà. Mais quand même, le vol de données, ça consiste à s'introduire sur le réseau ou sur des hébergements externes, hein, quand vous êtes hébergé chez un partenaire, hein, il n'y a pas de souci. Donc, pour dérober des données, mais là, pour les utiliser ou les revendre, hein. Et les utiliser ou les revendre, bah, c'est pour prendre un avantage concurrentiel qui soit commercial, technique, etc. Effectivement, on récupère les plans R&D du nouveau produit, du nouveau manche de pioche, de la nouvelle roue, de la nouvelle façon de faire les croissants. Enfin, là, je fabule un tout petit peu, mais ça permet de récupérer le temps que vous avez passé à le mettre au point, hein, par exemple. Bon, pour les revendre à la concurrence, bon, dans le but des objectifs. Et sinon, ça peut être aussi de récupérer des données pour les diffuser et lui dire. Hein, de dire, monsieur machin, directeur de ceci, va au restaurant 4 étoiles tous les dimanches. Hein, pour peu que vous ayez toutes les factures de vos restaurants 4 étoiles qui soient sur un terminal. Bon, en termes de communication, diffamation, bon, l'exemple n'est peut-être pas le meilleur, mais je veux dire, vous imaginez ce que ça peut donner. Ça arrive aussi, hein, ça arrive aussi. Alors probablement
pour des entreprises ou des personnes qui sont un peu plus dans la sphère grand public ou dans la sphère publique, etc. Mais ça arrive aussi. Ou pour vous déstabiliser par rapport à un réseau bancaire, en disant c'est un mec pas sérieux, par rapport à un réseau juridique d'avocats ou de notaires, ou etc., etc. Voilà. Donc dérober des données, c'est pour soit les transmettre à la concurrence d'une façon ou d'une autre et donner à la concurrence, de permettre à la concurrence, on va dire, de rattraper son retard par rapport à un avantage que vous avez. D'accord. Ça peut être pour les revendre. Alors, on pense plutôt à des données personnelles quand il s'agit de les revendre, hein. Les adresses mail, les codes carte bleue, les mots de passe, etc. Donc, ça se revend plutôt bien pour des gens qui essaient après de faire vendre ou de faire des opérations bancaires sur le dos, des identités ainsi volées, quoi. Voilà. Donc, cette attaque-là, elle est très fréquente. Et ce qui est embêtant, c'est que celle-là, elle ne se voit pas forcément tout de suite. C'est-à-dire que si on n'a pas les bons thermomètres, je dirais, dans son installation informatique, on ne se rend pas forcément compte qu'on s'est fait siphonner la liste des cartes bleues de tous les clients. Je prends cet exemple-là parce qu'il est simpliste. D'accord. Et puis, quand il y en a 4 ou 5 qui se mettent à ranchonner en disant je ne comprends pas, on m'a fait acheter des casseroles tel jour à telle heure, alors que personne d'autre que vous n'avait ma carte bleue, comment ça se fait, hein? C'est comme ça que je dirais, c'est des cheminements de cet ordre-là qui font que ça se goupille. Donc ça arrive, et ce qui est dangereux, c'est qu'on ne le sait pas forcément tout de suite. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant pour les cybercriminels, c'est que c'est de prendre du temps pour que l'attaque soit détectée. À plus ça va mettre de temps, à plus finalement ils arriveront à récupérer des données. Voilà. Hein, donc les conséquences, c'est toujours l'atteinte à l'activité, donc elle est moins directe que tout à l'heure, mais quand même, d'accord, et l'atteinte à l'image de l'entreprise, hein. À minima, on est quelqu'un de pas sérieux, entre guillemets, et puis à l'activité, si on avait un avantage, on le repère. On prend cet exemple-là. Et si c'est des données ressources humaines, par exemple, de vos personnels, de vos équipes, ça veut dire que le personnel va avoir moins confiance dans l'entreprise en disant, les mecs sont pas sérieux, on se fait piquer les informations qui nous concernent, quoi, hein. Voilà. Bon. Et les clients, pareil, etc., etc. Bon, le faiseur de virement, bon, je vais très rapidement, bon, c'est une escroquerie qui est réalisée alors, suite à un coup de fil avec usurpation d'identité, soit un mail avec usurpation d'identité, peu importe. Le but du jeu, c'est de vous faire payer quelque chose dans une destination qui n'est pas celle que vous croyez, hein. Alors, le process le plus classique dans les entreprises pour se faire avoir, et il y en a deux, je vais vous raconter une anecdote, c'est effectivement le fournisseur qui change de RIB, hein. Payez-moi ma dernière facture à telle adresse, sur tel compte bancaire. D'accord. Là, évidemment, la veille de la chaîne de paiement, donc c'est quelqu'un qui est renseigné, hein, puisqu'il sait qu'il va être payé le 15, donc le calcul informatique va se calculer le 13, etc., etc. D'accord. Donc si vous changez en faisant confiance au mail, bon, vous avez une chance sur 2 ou 2 chances sur 3 de vous faire rouler, puisqu'effectivement, c'est pas le fournisseur en question qui change de RIB. Là, la parade est simple, il faut toujours reboucler un changement de RIB. J'espère que vous le faites tous, et si vous ne le faites pas, j'espère qu'on vous dira ce soir de le faire. Puis la deuxième, c'est par téléphone. J'ai vécu ça dans le groupe Passiconium, hein. Je crois que c'est le patron de la filiale suisse qui a eu un appel de quelqu'un qui imitait parfaitement la voix du patron du groupe. Il faut dire qu'elle était un peu spéciale et donc assez facile on va dire, à reconnaître ou à contrefaire. Et il a failli virer 200 000 euros sur un compte qu'il ne fallait pas. Il a fini par avoir un doute. Il a recoupé l'information. Évidemment, il s'est aperçu qu'elle était. Mais l'autre jouait sur le stress, hein, du patron qui intime un ordre d'exécution d'une chose. Ce qui est assez classique. Une notion d'urgence, d'urgence relative. Bon, la personne va vous appeler en disant faut que tu me fasses ce virement, faut que tu fasses ce changement de RIB tout de suite maintenant, sinon tu fais perdre de l'argent à la boîte. Voilà. Bon, virement exceptionnel, etc. Mais ça, on y reviendrait, je pense, tout à l'heure. Conséquence, on perd de l'argent. Alors, là, on va passer en revue un certain nombre de recommandations de sécurité. Alors, je mets pour les employeurs, parce que cette première présentation, son fondement a été utilisé quand le télétravail a été un petit peu généralisé lors du début du Covid, là. Et essentiellement, elle concernait ça, mais finalement, elle marche très bien, je dirais, pour la vie de tous les jours. Et on va continuer à s'appuyer là-dessus. Alors, un certain nombre de sujets. On va parler des collaborateurs qui sont équipés. Donc, si vous êtes tout seul, ça vaut pour vous tout seul. Si vous êtes plusieurs avec plusieurs machines, on va parler un peu des accès à vos systèmes, si on y accède de l'intérieur, de l'extérieur, etc. On va parler un peu des mots de passe. On va parler des mises à jour. Vous savez, tout à l'heure, j'ai évoqué le sujet. Windows n'est pas parfait. Tous les 15 jours, il publie quelque chose et il faut l'installer. Puis, on va parler un peu de sauvegarde, savoir si vous en faites ou pas et pourquoi il faut les faire. Et on aura une deuxième vague encore de sujets à voir derrière. Voilà.
Alors, vos collaborateurs, il faut qu'ils utilisent des moyens, donc des téléphones, des PC, des montres, enfin, tout ce que vous leur donnez pour travailler, hein, peu importe, qui soient sécurisés, c'est-à-dire qu'il y ait ce qu'il faut en termes techniques et qui soient maîtrisés par l'entreprise. C'est-à-dire, les moyens personnels ne sont pas les moyens à utiliser pour se connecter de façon sécurisée, s'entend, sur les systèmes numériques et informatiques de l'entreprise. Voilà. Deuxièmement, s'ils ont le bon matériel, il faut leur donner des directives d'utilisation et de sécurisation qui soient assez claires. Il n'y a pas besoin d'en faire un roman non plus. On verra à la fin de la présentation, vous verrez que finalement, il n'y a pas tant de choses que ça. Mais s'ils ont un document A4 ou A5 dans lequel il y a 4 ou 5 items que tous les matins, quand je démarre, je m'assure que oui, je suis bien, oui, je suis bien, oui, je suis bien. Bizarrement, il y a beaucoup moins d'incidents puisque les gens font un peu plus attention. Et si vous n'êtes pas clair vis-à-vis de vos collaborateurs, ils ne peuvent pas être clairs tout seuls. Alors, il y a les gens qui sont un petit peu innés, donc ils font attention. Puis il y a les gens qui ne sont pas du tout innés parce que ce n'est pas leur truc et qui font un peu moins attention et qui peuvent faire quelques bourdes dans la matière. Et surtout, hein, ayez conscience que leurs équipements personnels, déjà, vous ne pourrez jamais savoir à quel niveau de sécurité ils en sont. D'accord? Ou alors ils ne sont plus dans leurs équipements personnels. D'accord? Et que peut-être ils sont déjà compromis sans que vous le sachiez. Même si vous avez tous les outils dans vos appareils à vous, entreprise, hein, qui sont prévus pour détecter plein de choses. Donc, les équipements personnels des collaborateurs ne sont pas des équipements fiables en termes de sécurité. Donc, ils sont plus facilement attaquables et probablement attaqués par des tiers extérieurs. Et si ces gens-là savent qu'ils les utilisent pour se connecter vers leur système, vous pensez bien qu'ils vont essayer de profiter de l'aubaine. D'accord? Voilà. Donc, vis-à-vis des collaborateurs, du matériel contrôlé par l'entreprise, bon, bien à niveau, bien entendu, géré comme il faut, on y reviendra, des règles de fonctionnement et d'utilisation qui soient écrites sur le papier et claires, sans en faire des romans fleuves parce que personne ne les lit. Hein. 5 lignes sur une page, ça suffit. Et on peut peut-être les changer tous les 2 mois, mais ça suffit. D'accord? Et bien savoir que les équipements personnels, ça n'est pas fiable. Hein. Le coût du message sur le répondeur tout à l'heure, sur le téléphone personnel, on ne peut pas l'éviter. Peut-être que sur des téléphones professionnels, il y a des solutions, je ne les connais pas, hein, très honnêtement, il y a des solutions qui permettent de filtrer un peu les numéros qui appellent et qui sont un petit peu louches. D'accord? Donc, qui empêche de déposer ce type de message. Et en tant que chef d'entreprise, décideur, c'est pas à vous de savoir comment mettre en place, vous avez des prestataires pour ça. Par contre, c'est à vous de donner l'impulsion nécessaire pour que vos équipiers, vos collaborateurs fassent attention à ce qu'ils font avec le matériel que vous leur fournissez. C'est vraiment à vous de les inciter à être vigilants. Ouais. Alors, dans des entreprises de taille importante, quand on donnait des téléphones, surtout au début, parce que maintenant ça se banalise, on donnait des téléphones aux collaborateurs, ils ne pouvaient pas installer n'importe quoi dessus. Donc, toutes les applications de la Terre entière, etc., etc. Même celles qui sont validées par la boutique Apple ou la boutique Samsung, ou etc., etc. Voilà. Donc, il faut retenir de ça. Hein. Donc, vos collaborateurs, il faut les aider par le matériel qu'on leur donne, par les recommandations d'usage qu'on leur donne et des recommandations de non-usage qu'on leur donne sur le matériel personnel. Après, on peut toujours passer un coup de fil, envoyer un mail depuis sa boîte privée, etc. Je veux dire, il ne faut pas non plus être binaire. Il faut simplement se dire que le mode normal, le comportement normal de fonctionnement, c'est que je travaille plutôt sur des moyens de l'entreprise, en appliquant les directives de l'entreprise, et je sépare bien le monde privé du monde professionnel. Même si de temps en temps, ça se touche un peu et sur lequel on peut faire attention. Alors, un truc un petit peu plus technique, mais c'est plus un principe qu'il faut retenir. Souvent, les systèmes qu'on utilise dans l'entreprise, on les utilise depuis les postes de travail qui sont dans l'entreprise. Hein. Le comptable, en général, il bosse dans l'entreprise. Hein, mais on s'aperçoit que maintenant, il bosse souvent depuis chez lui aussi, puisqu'on a mis en place le télétravail. Autrefois, avant cette vague de télétravail, on avait les commerciaux qui étaient sur la route et qui se connectaient à certains systèmes depuis chez eux ou depuis l'aéroport ou depuis un certain nombre de points pour transmettre qui des commandes, qui des devis, etc. etc. Voilà. Alors simplement, quand nos systèmes numériques informatiques peuvent être accédés depuis l'extérieur, il faut essayer de fermer le plus possible la liste des gens qui peuvent le faire et les moyens par lesquels ils peuvent le faire. Hein, c'est le principe de la grille à la porte, hein, ou comment ça s'appelle ce qui appelle devant la porte là. On en trouve la porte, on voit la tête du gars qui se présente, et s'il n'a pas la bonne tête, il ne peut pas rentrer. Voilà. Donc c'est un petit peu la même chose. Hein. Il faut limiter absolument, au minimum, les accès, les origines des accès qui viennent depuis l'extérieur. Hein. Alors les PC de vos collaborateurs qui sont à la maison, on sait que c'est les PC de l'entreprise. Ça, techniquement, c'est facile à faire, à reconnaître.
Ceux-là, on les laisse passer sans problème. Quelqu'un essaie de faire la même connexion en simulant exactement le même comportement, mais ce n'est pas une machine qui est reconnue par l'entreprise. On détecte qu'elle n'est pas en entreprise et on ne rentre pas, point barre. Si après on a un site exceptionnel, on voit. Mais je veux dire, a priori, on ne rentre pas. Voilà. Hein, bon, après, il y a des systèmes, alors je parle du pare-feu, du firewall, bon, il y a différents systèmes qui permettent de faire ça. C'est votre prestataire informatique ou votre patron informatique qui saura vous aider suivant la dimension que vous avez, mais qui doit vous dire oui, oui, je fais attention, ou non, non, je ne fais pas attention à ça. Donc, c'est une question que vous pourrez me poser. S'il vous répond oui, oui, et vous répond comme il faut, qu'il est convaincant, bon, vous serez rassuré. D'accord? De la même façon, dans tous les systèmes qu'on utilise à l'intérieur de l'entreprise, on va prendre deux exemples. J'ai le système de paye, j'ai le système de compta, et puis j'ai la recherche et développement qui utilise beaucoup d'appareils de laboratoire. D'accord? Bon, moi, je pense comme ça que autant on peut penser que le comptable peut travailler de la maison, autant la machine qui pilote les appareils de laboratoire, à mon avis, elle ne doit pas être accédée depuis l'extérieur. Techniquement, il faut l'empêcher de communiquer à l'extérieur. Alors, c'est gênant, c'est-à-dire que dans votre labo, vous ne pouvez pas aller surfer sur Internet depuis cette machine, puisque techniquement, elle ne peut pas sortir dehors, mais c'est rassurant, parce que ça veut dire que depuis l'extérieur, on ne peut pas l'atteindre. Donc, pour l'atteindre, c'est plus compliqué. Donc, il faut se dire, les systèmes accédés depuis l'extérieur, déjà la porte, n'est-ce pas rentrer n'importe qui, et en plus, même quand je rentre, je suis comptable, si je suis à l'extérieur, je ne peux pas aller sur la machine qui pilote les appareils de laboratoire. Je ne peux pas y aller. Comme ça, on a beaucoup de chances que personne puisse y aller. Bon, si c'est la CIA, ils iront. Il faut bien assurer, ou le KGB, ils vont y arriver. Mais ce n'est pas l'essentiel des gens qui nous occupent aujourd'hui. C'est des gens beaucoup moins doués, on va dire, et beaucoup moins systèmes. Donc, les systèmes sur lesquels ils n'ont pas besoin d'être accédés depuis l'extérieur, vous verrouillez pour qu'on ne puisse pas le faire. Et il faut le faire d'autant plus qui contiennent des données ou des applications qui sont sensibles. Alors, on cite souvent la recherche et développement, ça peut être de l'imagerie médicale si on est dans un laboratoire, ça peut être, etc., etc. Voilà. Alors, ça paraît évident, mais tout le monde ne le fait pas. Alors, des technos utilisés, bon, je donne deux mots-clés. Alors, le VPN, Virtual Private Network, en gros, c'est un petit système qui permet entre une machine qui est à l'extérieur et puis à l'intérieur d'avoir une sorte de tunnel qu'on ne peut pas écouter si on avait un stéthoscope informatique, si je puis dire, hein, comme on fait dans les films, d'accord, et qui permet de relativement bien identifier la machine et l'utilisateur qui est au bout et qui essaie de se connecter. Bon, c'est une technologie qui est d'un banal, entre guillemets, à pleurer. Alors, ça a des usages inverses. Hein. Ça peut aussi, quand on utilise à titre privé, essayer de masquer qui on est, hein, dans l'autre sens. Bon, évidemment, ça a des avantages. Et puis, un truc, une autre façon de faire bon, que les banquiers utilisent pratiquement tous maintenant, c'est ce qu'on appelle la double authentification. Je me connecte à un système, à un service, peu importe, donc FBIO, mot de passe Toto37, d'accord, et hop, sur mon téléphone, je reçois quelque chose. Soit c'est un code à ressaisir, soit c'est une petite application qui fait un petit peu la même chose. Et donc, pour que je puisse rentrer, ça veut dire que pour que je puisse rentrer, il faut déjà que je connaisse le compte, le lien de connexion, etc., que je sois sur ma machine, d'accord, et le mot de passe, et en plus que j'ai mon téléphone. Donc, ça veut dire, mettez pas votre téléphone dans votre attaché-case quand vous promenez. Hein, gardez-le toujours dans une poche à part. Hein, parce que sinon, tac, ça recommence. Voilà. Hein, donc, la double authentification. Donc, si vos prestataires, si vos solutions, on vous propose la double authentification, ce sont des trucs où il n'y a pas grand risque. On peut prendre le risque de ne pas enquiquiner l'utilisateur parce que c'est un peu pénible. Quand il y a de la valeur ajoutée, on fait attention. Effectivement, c'est des systèmes qu'on peut utiliser et qui évacuent, qui retardent beaucoup la possibilité de rentrer dans le système. Alors, les mots de passe. Les mots de passe, on va prendre des mots de passe, c'est qu'aujourd'hui, on se connecte à 400 trucs et 300 applications dans l'informatique et numérique de l'entreprise. Et puis, à chaque fois, on a un compte qui n'est pas toujours le même et à chaque fois, on a un mot de passe qui n'est pas toujours le même. Puis effectivement, moi j'arrive, grand ayatollah de la cyber, et puis je vous dis, il faut qu'il ait 8 caractères ou 12 caractères, parce que plus il a de caractères, plus il faut de milliers d'heures pour le trouver à chaque fois par un robot. Il faut mélanger des caractères bizarroïdes avec des lettres, des chiffres, des minuscules, des majuscules, des arrobas, des dollars, des euros, etc., etc. Puis en plus, il faut qu'il corresponde à rien, c'est-à-dire il ne faut pas que ça soit le prénom de la belle-mère, ou qui permette de retrouver le prénom de la belle-mère. Alors ça va bien pour le faire sur 1 sur 2, se le faire sur 50, c'est un petit peu compliqué. D'accord ? Néanmoins, c'est quand même ce qu'on recommande de faire. Alors, dans les entreprises, ce qu'on essaie de faire souvent, là c'est pareil, c'est à voir si pour vous ça a une portée intéressante ou pas. On a des systèmes qui permettent de faire une sorte de sas d'entrée unique, d'accord ? Qui lui va gérer ses 50 ou 100 mots de passe parce que vous avez 50 ou 100 applications
à l'intérieur et qui va vous demander, c'est comme une sorte de pont-levis, hein, qui va vous demander de vous identifier d'une façon une et unique. Et alors là, pour cette identification-là, euh, c'est comme France Connect, hein, il faut mettre des mots de passe à rallonge pour que n'importe qui ne puisse pas le prendre. Alors, il y a une façon de le faire. Alors, l'ANSIR recommande ça, mais enfin, je ne suis pas sûr qu'ils pratiquent tous. Donc, je vais quand même la donner. C'est de se trouver une opération. Mon grand-père s'appelait Dupont et son chat s'appelait Mirza, entre guillemets. Et puis, de prendre la première lettre de chaque mot, ou la deuxième lettre de chaque mot, ou la première lettre du premier, deuxième du deuxième, troisième du troisième, etc. Ce qui vous permet d'avoir un moyen mnémotechnique de le retenir. Mais comme je vais vous le demander de le changer souvent, vous allez me dire, ah, là, ça va être compliqué de changer les phrases clés de façon un petit peu compliquée. Deuxième point, c'est bon, autant que faire se peut, c'est utiliser des mots de passe différents sur des systèmes différents. Alors, bon, je suis quelqu'un de raisonnable, j'ai ma propre pratique personnelle, avec ses forces et ses faiblesses, et des faiblesses, il y en a aussi. Il y a un point qui est important, c'est ce que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, entre la messagerie professionnelle et la messagerie personnelle. Dans ces deux cas-là, essayez d'avoir un mot de passe costaud, hein, plutôt 12, 13, 15 caractères que 2, d'accord, et puis essayez de le faire changer un petit peu de temps en temps. Parce que celui-là, en fait, il ouvre plein de portes. Implicitement, il permet d'ouvrir plein de portes derrière, puisqu'il va permettre d'usurper votre identité pour faire plein de choses. D'accord. Voilà. Donc, s'il y en a deux à soigner, c'est celui-là. Votre compte en banque, faites confiance au banquier pour vous embêter, pour obliger à avoir de la double authentification, etc. etc. Hein. Mais d'une façon générale, la messagerie, c'est vraiment le gros maillon faible humain, hein, pour ouvrir les portes. Donc, s'il y a bien un truc à soigner, c'est celui-là, autant sur le plan pro que sur le plan percé. Alors ça, plus on est dirigeant, plus c'est vrai. Hein, c'est encore plus vrai. Alors, plus on est responsable financier qui a des pouvoirs de sortir de l'argent, plus on est dirigeant qu'on a le pouvoir de tout faire, c'est d'autant plus vrai qu'on a le plus de pouvoir en fait d'exécution et donc d'engager les moyens de l'entreprise. Hein. Donc ça c'est très important. Évidemment, on peut pas le partager avec un tiers. Donc le post-it note sous le clavier, on oublie. Hein, derrière l'écran, on oublie. Parce qu'il faut penser qu'il y a des gens qui passent dans votre bureau, notamment quand vous n'êtes pas là, qui bien entendu des fois qu'ils aient été un peu missionnés pour essayer de trouver des trucs, eh ben, ils vont trouver des trucs, ils vont dire dans le bureau B12, j'ai trouvé sous le clavier AZERTY 22. D'accord. Bon, le truand, lui, il saura que c'est vous qui êtes dans le bureau B12, etc. La soudure se fera relativement facilement. Donc, ça ne se partage pas. Voilà. Et puis, bien entendu, les machines et les systèmes, quand on les installe ou quand ils sont livrés, ils ont souvent un mot de passe par défaut. Hein. Donc, alors pour les techniciens de l'informatique, c'est souvent le compte s'appelle admin comme administrateur et le mot de passe c'est admin parce que comme ça on est sûr de son souvenir. Bon, bien entendu, il ne faut pas garder ces mots de passe-là, mais rassurez-vous, hein, j'étais patron informatique du groupe Fournier, j'ai fait faire un audit de sécurité, bon, c'est il y a 20 ans, hein, on a quand même trouvé une bonne quinzaine qui avait ce truc-là. Bon, donc c'est un peu chauffé après, mais bon, nul n'est parfait. Voilà, et forcer le renouvellement régulier tous les 45 jours. Bon, c'est une mesure qui est bien, mais qui a aussi ses limites. Il ne faut pas tomber dans le truc Toto 37, Toto 38, Toto 39, Toto 40, parce qu'au bout d'un moment, ça se voit. Hein. Le robot, il va le voir, quelque part. Parce que ça traîne. Hein, la frappe de votre mot de passe, elle traîne dans les endroits dans les machines. Hein, donc, on peut le deviner. Oui. Non, j'allais dire pour le renouvellement régulier, justement, AZERTY 1, 2, 3, 4, il y a même des systèmes maintenant qui arrivent à dire non, c'est trop proche du premier, il en faut un deuxième, etc. Voilà. etc. Alors, ça peut être pénible, même. Oui. Ça peut être pénible, c'est pour ça. Bon, voilà. Donc, là, c'est pareil. Pour chaque entreprise, il faut avoir ces règles qui soient relativement raisonnables pour qu'elles soient efficaces. Parce que si c'est trop pénible, c'est sous le clavier que ça se termine. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut trouver le juste milieu entre la sécurité et le côté contraignant. Si c'est trop contraignant, ce sera forcément chanté. Ça marche pas. Bon, mais ça, j'ai déjà dit, hein, pas de post-it sous le clavier, pas de fichier sur le PC ou le smartphone, pas de fichier dans la boîte aux lettres, et puis configurer les outils, notamment de surf sur le web, pour ne pas mémoriser les mots de passe, etc. Ça, tout le monde le dit, parce que personne ne le fait, mais il faut quand même pas le faire. Voilà. Et surtout, n'enregistrez pas vos cartes bancaires sur Gmail. Jamais par exemple, sur aucun site. Il ne faut pas le faire. Ça, c'est des infos plutôt personnelles. Sachez que ces éléments-là, en fait, c'est des éléments où il y a vos données, si on les laisse traîner, on en laisse toujours traîner, qui sont stockés et qui sont très connus en termes de localisation technique, très connus par les attaquants. Donc, s'ils trouvent dans votre machine avec peu d'efforts, ils vont s'en servir. S'ils ne trouvent pas, ça sera un petit peu plus compliqué. Après, je rajouterais peut-être pour les mots de passe, ce qui existe et qui est plutôt pas mal en ce moment, c'est les gestionnaires de mots de passe qui peuvent remplacer le post-it, justement. Au moins, c'est sécurisé.
Vous avez l'ANSSI qui recommande des logiciels, allez regarder, vous y intéresser, voir si ça peut pas répondre à votre problématique, justement. Le plus connu, il s'appelle comment? Qui passe DX. Qui passe DX, voilà. Hein. Voilà, mais vous tapez gestionnaire de mot de passe et Google va vous en donner Voilà. une liste cathédrale. C'est moins pire que le post-it. Mais c'est aussi, il y a un endroit où il y a les données. Donc, Voilà. c'est aussi un maillon Il y a une faible. faille. Voilà. Alors, les mises à jour de sécurité, c'est probablement le plus important, je dirais aujourd'hui, aussi bien à titre personnel qu'à titre global. Bon, je dit tout à l'heure que les Windows, les iOS, les Android, etc., c'était pas des systèmes parfaits, qu'ils avaient plein de, pas forcément des bugs, mais des points de faiblesse qui existaient et qui étaient découverts un petit peu au fil de l'eau. Alors, vous avez des gens qui sont des hackers gentils, on va dire ça comme ça, qui passent leur temps à ça, qui appellent Microsoft, qui disent j'ai trouvé telle défaillance à tel et tel et tel et tel endroit, et qui disent à Microsoft, euh, si tu me donnes 10 000 $, je te le donne, sinon, dans 15 jours, je le publie. D'accord. Bon, donc ils sont plutôt vertueux. Alors après, c'est l'intérêt de Microsoft, entre guillemets, de récupérer le bug et puis évidemment de payer quand il est réel, hein, etc. Et puis de trouver la correction, de publier la correction et après d'envoyer aux X dizaines de millions de PC qui sont dans l'univers la correction à appliquer quand on est en Windows 10, quand on est en Windows, je ne sais pas quoi, 8, quand on est, etc. etc. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un mode de fonctionnement permanent. Hein. Donc, il faut mettre à jour de façon régulière, on ne va pas dire permanente, de façon régulière, l'ensemble des appareils qui sont concernés. Donc, on ne ferme pas la petite fenêtre quand on demande si on va être mis à jour. Voilà. Hein. Alors, on a le droit d'être pressé et puis de pouvoir attendre, etc. Mais il faut le faire de façon régulière. Alors, dans les entreprises un petit peu importantes, quand j'étais chez Plastic Ono, effectivement, on recevait toutes les mises à jour, on vérifiait pendant un mois qu'elle ne mettait pas le bazar dans toutes les machines avec des applications, parce que là encore, des fois, ils se retrompent. Mais ils se retrompent tellement qu'il y a plein qui marchent. Donc, ça marche moins bien. Hein. On vérifiait ça. Bon, en général, ce n'est pas le cas. D'accord. Et après, on mettait quasiment un mois déployé sur les 15 000 PC de l'entreprise. Quand vous en avez 3, ça va plus vite. Mais c'est vrai, quand vous faites une mise à jour Windows, pour que votre PC soit un peu ancien, ça met vite 3, 4, 5, 10 minutes. Il faut redémarrer. Bon, c'est gênant, c'est perturbant. Il faut le faire. Hein, vous emmenez bien la voiture pour faire le vidange, vous emmenez bien la voiture pour changer les pneus, vous mettez bien de l'huile, j'espère pour vous, dans les serrures fichiers qui tiennent votre porte fermée, vos cadenas, machin, pour pas qu'ils rouillent. C'est la même chose. Hein. Il faut faire ces opérations de mise à jour. Et ce n'est pas très compliqué à faire. Le plus compliqué, c'est de le faire partout, de ne rien oublier. D'accord. Et ça marche plutôt pas mal. Il y a des fois, ça marchait moins bien. Mais bon. Pour ça, il faut que vous connaissiez tous les appareils qui sont dans votre entreprise et qui sont susceptibles d'être mis à jour. Donc, si votre gestion de stock n'est pas terrible, faites un effort pour qu'elle devienne terrible pour ne pas en louper. Parce que le point faible, vous savez, ça se trouve toujours. Un cambrioleur, il trouve toujours la fenêtre qui est entrouverte, hein, même si ce n'est pas celle qui se donne sur la main. D'accord. Il prend un peu de temps, et si ça ne prend pas trop de temps, hop, il en profite. Voilà. Bon, il faut essayer de vérifier qu'elle ne mette pas le bazar. Ça, c'est un truc, hein, mais en général, ce n'est pas le cas. Hein, surtout c'est pas le cas. C'est juste dans le monde industriel, il faut faire un peu plus attention. Et puis, les vieux appareils dont je parlais tout à l'heure, qui ne reçoivent plus de correction, il faut qu'ils soient d'autant moins connectables sur l'extérieur, d'autant moins connectables à d'autres appareils à l'intérieur. Si j'ai un appareil qui est sur une machine je vais prendre mon exemple de machine de robot de peinture, s'il ne sert qu'à piloter que cette machine-là, il communique avec rien d'autre. En général, il y a très peu de mises à jour fonctionnelles à faire dessus. Donc, il n'a pas besoin d'être connecté. Donc, s'il n'a pas besoin d'être connecté, on déconnecte encore plus que les autres, même si ça nous enquiquine un peu quand le fournisseur nous dit « Ah, la machine à commande numérique, il faut quand même changer, modifier telle chose, etc. etc. » Voilà. Donc, plus c'est fait, plus on protège. D'accord. Plus c'est organisé, plus on s'organise. On met de la rigueur dans l'organisation. Faites les mises à jour techniques qui sont proposées par les éditeurs de logiciels que vous utilisez. Les sauvegardes. Ah, les sauvegardes. Alors, à quoi ça sert une sauvegarde? Bon, c'est un basique, hein, c'est pouvoir récupérer ces données qu'on a perdues. Alors, ça peut être suite à une cyberattaque ou suite à une destruction physique ou logique des données. Alors, la destruction physique, ça fait 50 ans que ça existe. Hein. Le fou furieux qui vient casser les machines parce qu'il n'a pas eu une augmentation, ça existe. Le gars qui pète une durite pour une raison, etc., qui casse, ça existe. D'accord. L'incendie, ça existe, etc. Donc, la destruction physique, la foudre, ça existe, etc., etc. Donc, la destruction physique, ça fait ça existe depuis la nuit des temps. La cyberattaque, c'est depuis quelques années, mais ça revient au même. À un moment donné, j'ai perdu mes données.
D'accord? Suivant l'état de mon matériel, bon, je vais plus ou moins pouvoir les récupérer à condition d'en avoir fait des sauvegardes. Donc, une sauvegarde, tu vois, c'est une copie des données, hein, une copie faite d'une certaine façon, pour d'une part que la copie se fasse rapidement, qu'elle soit exhaustive, donc qu'elle n'oublie rien dans ce qu'on lui a dit de faire, et puis qui permette de les récupérer rapidement dans l'autre sens, facilement et rapidement dans l'autre sens. Alors, ces sauvegardes, il faut les faire régulièrement, et il faut aussi vérifier qu'elles marchent. Hein, parce que vous savez, la loi de l'enquiquinement maximum, alors quand j'étais jeune ingénieur, quand on faisait des sauvegardes, le support sur lequel on les faisait, c'était des bandes magnétiques. D'accord? On faisait toujours toutes les sauvegardes sur 2 bandes magnétiques en parallèle. Parce que quand on avait de la chance, le jour où on voulait les relire, il y a toujours une des deux qui pétait. Hein, on avait de fortes chances. Voilà. Donc, il faut vérifier que ça marche. Donc, si vous faites la sauvegarde du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, puis dites, tiens, je vais tester la sauvegarde du jeudi. Ah, elle ne marche pas. Vous testez celle du mercredi. Ah, elle marche. Bon, j'aurais perdu une journée de boulot. Hein, c'est pas pareil que de tout perdre. Voilà. Et puis, il faut les conserver. Alors, à un endroit qui n'est pas connecté, parce que sinon, l'attaquant n'est pas fou. Hein, parce que les machines, les disques durs qui stockent les résultats de sauvegarde, c'est des types de fichiers particuliers, qui ont une allure particulière, donc on sait les reconnaître assez facilement. Il dit, tiens, je vais aller flinguer ça aussi. Hein, d'accord? Et puis, à l'extérieur, hein, quand ça brûle, ça brûle. Hein, donc, le support qui va récupérer vos données, il ne doit pas être au même endroit que l'ordinateur, entre guillemets, ou le disque dur sur lequel sont les données. Donc, si vous avez un seul PC, j'ai fait ça, c'est un ami qui a une menuiserie, hein, j'ai dit, fais quoi tes sauvegardes? Alors, ils faisaient bien, hein, elles étaient dans le tiroir en dessous. Je dis non, tu vas me les mettre au bout de l'atelier à l'autre bout. Bon, avant que tout brûle, tu auras peut-être une chance de. Il n'avait pas pensé à l'incendie. Hein. Ben, le vol, c'est pareil. Donc, il faut les stocker à l'extérieur. C'est pénible, c'est fatigant. Autrefois, on les emmenait à la banque. On mettait au coffre à la banque, l'entreprise. D'accord? C'était une façon de le faire. Alors, c'est pénible, ça, mais quand on l'a fait, le jour où ça nous arrive, on n'est peut-être pas mécontent de l'avoir fait. Quelque part. Bon, vos fournisseurs informatiques, de services informatiques, ils ont connaissance de ces règles, etc. Et posez quand même la question, ça vous rassurera sur le fait que c'est bien fait et surtout que c'est tout le temps fait. Parce qu'en général, il y a toujours une faiblesse. Hein, ça doit être fait tous les jours, et puis parce que ça optimise le prix de la course de taxi, ou que l'assistante elle est là qu'un jour sur deux, ou que, etc. Bon, finalement, on emmène les 2 supports le mardi, le jeudi et le samedi, et puis pas les autres jours. Et si vous passez par un prestataire, je pourrais dire aussi, de toute façon, c'est contractualisé. Regardez bien ce qui est prévu dans le contrat au niveau des sauvegardes, des tests de sauvegarde et des capacités de restauration, justement, en cas de sinistre. Voilà. Alors, quand on a ces sauvegardes, qu'on est sinistré par un ransomware, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, restaurer, on va y passer une journée ou 2 journées suivant la complexité de la chose. Après, on va constater qu'on a paumé une journée de boulot, puisque finalement, on est revenu en arrière. Il faudra réfléchir comment je rattrape dans le système les choses que j'avais déjà faites et qui se sont évaporées de cette façon-là. Donc, ça reste quand même une opération relativement compliquée. Hein, quand on a eu du chiffrement d'une base de données, d'un système de comptabilité, de paye, de gestion commerciale, etc., de R&D, tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, d'autres points, je ne vais pas rentrer dans le détail sur tous, mais on va parler un peu de virus, on va parler de superviser ce qui se passe un peu sur les systèmes, c'est pour les entreprises un petit peu important, d'accord, de regarder qui se connecte de l'extérieur, etc. Donc, on va prendre chacun de ces sujets-là les uns derrière les autres. Alors, sur les pratiques d'infrastructure, bon, tout le monde a entendu parler d'antivirus. On a tous des antivirus à titre personnel ou à titre professionnel sur les machines. Je pense que c'est relativement rarissime maintenant qu'il n'y en a pas. Alors, ce que je dis simplement, et ça n'engage que moi, hein, utiliser des solutions antivirales professionnelles. Alors, il y a des trucs gratuits qui font des trucs vachement bien. Hein. Il y a une différence hein, qui est importante. C'est que quand vous avez une solution professionnelle, il y a quand même un contrat entre vous et le fournisseur de l'antivirus qui est écrit. Alors peut-être que vous ne le lisez pas en détail, peut-être qu'il est écrit en tout petit au dos du bon de commande, peut-être. Néanmoins, le jour où il y a un recours avec votre assureur, etc., il y a des moyens de rétorsion vis-à-vis de l'éditeur d'antivirus, alors que si vous avez un truc gratuit, il n'y a rien du tout. Hein, ça sera pour vos pieds. Donc, ce n'est pas pour le plaisir de payer une solution professionnelle, simplement, c'est qu'il y a un contrat formel, de fait, que vous n'avez pas quand on est dans des logiques gratuites. Ou en général, que vous n'avez pas. Et comme on dit souvent, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Voilà. Et en plus, oui, si c'est gratuit, il se rémunère autrement et probablement en siphonnant des données qui sont chez vous. Peut-être pas de la malversation, mais quand même. Deuxième point, sur les infrastructures, bon, c'est pour les choses un petit peu compliquées. C'est bien de mettre en place ce qu'on appelle une journalisation. Alors, pour dire les choses de façon très, très simple,
tous les systèmes, y compris votre téléphone, etc., ils passent leur temps à enregistrer quelque part ce qu'ils font. Chaque fois qu'ils font quelque chose, ils enregistrent. Ils tiennent ce qu'on appelle un journal. En langage technique, on appelle ça une log, hein, mais ça revient au même. Il enregistre de tout ce qu'il fait. Donc, quel est l'intérêt de faire ça, ou de faire ça, ou de demander à votre prestataire s'il le fait et comment? C'est que le jour où il y a un coup dur, ça aide beaucoup les enquêteurs, qu'ils soient gendarmes, policiers ou autres, d'accord, pour remonter le fil du temps de ce qui s'est passé juste avant l'incident. Et ça peut beaucoup aider à l'identification de l'origine de l'attaque, de la nature de l'attaque, voire de la nature de l'attaque, donc le moyen d'y remédier. Hein, parce qu'on va voir, parce que le système, quand on lui pose des questions, il donne des réponses, etc. Donc c'est un élément, c'est un enregistrement au fil de l'eau qui peut être très important pour les enquêteurs ou pour vos informaticiens le jour où ils ont un accident technique, hein, parce que c'est la même chose, hein, qu'on fasse une bêtise, j'allais dire une connerie, une bêtise en effaçant des données sans faire attention ou qu'on ça soit fait par un ransomware qui vient de l'extérieur, c'est un petit peu la même chose. Souvent, la journalisation nous permet de remonter en marche arrière le temps et de savoir exactement ce qui s'est passé, donc de mieux être capable. Un petit peu comme une boîte noire, finalement. Ouais, un petit peu comme une boîte noire. Savoir ce qui s'est passé. Et de la même façon, et de façon un petit peu analogue, quand vous avez des accès depuis l'extérieur, qui est un cas particulier des autres, et notamment sur les systèmes sensibles, hein, sur les deux, superviser l'activité. Essayez d'observer si cette activité, elle est normale ou pas, parce que c'est souvent en détectant une activité anormale qu'il y a anguille sur roche. Je prends un exemple. Votre comptable, j'aime bien les comptables, hein, j'en parle souvent, votre comptable, il travaille le samedi et le dimanche. Alors, il y a des samedis ou dimanches, c'est normal, hein, c'est avant la clôture mensuelle, hein, ou avant la clôture annuelle. Puis il y a des samedis ou dimanches, c'est moins normal. Okay, et dans ce cas-là, il faut lui demander pourquoi. Et puis souvent, vous allez apercevoir que ce n'est pas lui. Et si ce n'est pas lui, c'est qu'il y a problème. Et donc, derrière, il faut investiguer, etc. etc. Hein, donc, superviser l'activité des systèmes. Alors, des systèmes sensibles quand on est à l'intérieur, hein, si les gens de R&D ne travaillent pas la nuit, si les systèmes bougent la nuit, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Et les accès externes, si les gens identifiés ou supposés identifiés travaillent à des heures indues, par exemple, hein, on peut détecter d'autres choses, c'est normal, c'est pas normal. Donc, superviser l'activité de ces aspects-là, notamment les accès externes et les systèmes sensibles, c'est une façon de détecter ce qu'on appelle souvent des signaux faibles qui sont révélateurs d'un risque qui est en train de se mettre en place. Voilà. Bon, le collaborateur, j'y reviens et j'insiste lourdement, et d'autant plus qu'il travaille de chez lui. Hein. C'est un petit peu le même sketch que de tout à l'heure. Hein. Je rappelle, lui donner des consignes claires, hein, puis pas 2000, hein, 5, 4, 6, hein, pour qu'il les ait sous la main. À la limite, elles sont dans son fond d'écran par défaut quand le truc s'éteint au bout de 30 secondes. Peu importe, trouver les moyens qui vont bien pour qu'il les ait sous la main et souvent à portée de main, et que ça ne soit pas le truc qui soit planqué au fond d'un tiroir. Voilà, il faut le sensibiliser au risque de sécurité. Ce que je fais là, il faut le faire aux collaborateurs, d'une façon ou d'une autre, de façon plus développée, de façon moins développée. Moi, j'ai fait dans certaines boîtes de la région là, une demi-journée pour tous les collaborateurs par paquet de 12, entre guillemets, si je puis prendre cette expression, en leur expliquant de façon un petit peu plus détaillée ce que je vous raconte en ce moment. Et alors, ils avaient des profils très différents, des connaissances très différentes. Ils avaient tous appris quelque chose à la fin, et ils disant, ah ouais, quand même. Hein, voilà, donc je pense que c'est bien de le faire. Il ne faut pas passer d'avis à ça. La vie de l'entreprise, c'est d'abord de produire, de vendre, d'acheter, de payer, etc., etc. Mais si, comme les consignes incendies, si on ne l'a jamais fait, eh ben, le jour où on est tout seul devant l'extincteur qui a le feu, on ne sait pas faire. D'accord? C'est comme les consignes de secourisme premier niveau. Le gars, quand le collègue est par terre et qu'on ne sait pas comment le mettre sur le côté, on ne sait pas faire. Bon, là, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'il faut penser à ça et puis il faut le mettre en place. Et il ne faut pas oublier, alors c'est une façon de dire la même chose, hein, c'est que le collaborateur, c'est votre premier rempart face aux cyberattaques. C'est lui qui va cliquer là où il ne faut pas, ouvrir là où il ne faut pas, donner l'information là où il ne faut pas. Et il ne va pas le faire de façon forcément confiante et délibérée. Hein. Il le fera probablement souvent à son insu. Mais s'il a été sensibilisé, il fera un peu plus attention que s'il ne l'a pas été, notamment sur les problématiques de phishing qu'on évoquait tout à l'heure, où j'ai un mail douteux de la BNP, non, je ne clique pas, je ne clique pas, je le détruis, puis point barre. Ou je le signale à l'informatique qui saura quoi en faire si besoin, mais je fais attention. L'humain, c'est souvent la première source de risque qu'on a dans le domaine cyber, mais l'humain est primordial. Voilà, donc on a fait un peu le tour des premiers éléments qu'on voulait vous partager. On ne va pas vous assommer pendant des heures et des heures. Le but du jeu, c'est un peu de vous donner l'envie d'y retourner. Alors, pas forcément avec nous, enfin on peut revenir, hein, mais dans votre entreprise pour faire des choses, là encore, il y a des gens dont c'est le métier hein, de faire ça.
Là, le but du jeu, c'est d'amorcer la pompe et de vous donner l'envie d'y revenir, parce que vous avez... Ah, ouais, j'ai peut-être pris conscience de quelque chose. Alors, la crise, parce que ça arrive quand même, la crise. Personne n'est à l'abri. Bon, la seule question, on ne sait pas répondre, c'est quand. Hein, il va arriver, mais on ne sait pas quand. Alors, ça peut être dans 3000 ans, dans les peinards, ce n'est pas nous qui prendrons en compte. Ça peut être la semaine prochaine, là, c'est un peu plus embêtant. Donc, personne n'est à l'abri, ça peut arriver, parce qu'on voit bien que les points de faiblesse sont tellement nombreux que ça peut toujours finir par arriver. Voilà. Alors, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, dans un mois, dans 6 mois, etc., c'est de dire ma situation sur des points clés. Mes sauvegardes, est-ce que je les fais? Est-ce que je les fais bien? Est-ce que je suis sur quelle marche? Qu'est-ce qu'on stocke à l'extérieur? Est-ce que c'est le cas ou pas? Et puis d'aller vérifier, ah, pourquoi vous les envoyez tous les mardis? C'est tous les jours, bon, etc. Parce que c'est bon, du travail qui enquiquine tout le monde, il faut être clair. Hein. Je veux dire, ça ne produit rien, hein. C'est comme la prime d'assurance, hein. On a l'impression de payer pour rien, quoi. Sauf le jour où en amont, on paye pour. Deuxième point, les mises à jour de sécurité. Là. Windows est à jour, iOS est à jour, machin est à jour, etc., etc. Est-ce que sur les téléphones, les gens font bien les mises à jour qu'on leur demande de faire, etc. La réponse est oui, la réponse est non. Sécurité des accès, hein, les mots de passe, les accès depuis l'extérieur, etc. Je suis comment par rapport à ça? Est-ce que quand je me suis posé la question le mois d'octobre, quand les gendarmes m'ont un peu raconté sur le sujet, j'ai fait des choses, j'ai pas fait des choses. Bon, si je m'en fous, bah, je ne fais pas des choses, mais si j'ai fait des choses, mais j'ai voulu faire des choses et qu'elles ne sont pas faites, il faut peut-être que je remette un petit coup de collier. Les mots de passe, idem, c'est la même chose. Mais quand ça arrive, parce que ça arrive, alors ça arrive, hein, bien entendu, vous êtes en vacances aux Maldives un dimanche soir. Ça n'arrive pas le lundi matin à 8h quand tout le monde est d'attaque, frais et dispo après le repos du week-end. Saint-Gobain, eux, c'était vendredi 18h, quand tout fermait. La plupart du temps, ça va être sur des périodes avant le week-end, avant les vacances. Voilà. Donc la question, c'est de se dire, ben, déjà, quand j'ai un problème de cette nature, qui gère? Alors, est-ce que c'est moi qui suis le patron? Est-ce que c'est Monsieur Qualité que j'ai désigné comme interlocuteur informatique? Parce qu'il est un peu technique, qu'il est un peu intelligent, qu'il est un peu ci, qu'il est un peu ça, qu'il a une appétence pour ces sujets-là, peu importe. Qui gère? D'accord? Et puis, dans le qui gère, après, c'est quels sont les acteurs clés à qui il faut que je sollicite pour faire le diagnostic, savoir ce qu'il faut faire, etc. Bon, mon équipe informatique, ils sont où? Est-ce que je sais le dimanche soir depuis les Maldives? Est-ce que je sais les contacter? Comment je fais? Est-ce que j'ai une astreinte? Est-ce que... Mes prestataires, qui a leur téléphone? Qui a leur homme clé en cas d'incident à intervenir, etc. D'accord? Les autorités. Au fait, je suis en zone gendarmerie ou je suis en zone police? Un jour, la CPME m'a appelé en me disant, parce que je suis membre de la CPME, m'a appelé en disant, François, là, on a quelqu'un à Longwy qui a eu un problème, etc. J'ai dit, ils sont en zone police ou en zone gendarmerie? Bon, parce que je ne savais pas, hein, donc j'ai posé la question. Bah, personne ne savait. D'accord? Donc c'est un peu embêtant. C'est police. Hein. C'est police. C'est police. Je sais que Quetigny, c'est gendarmerie, parce que j'ai visité la brigade, mais c'est police. Voilà. Donc savoir quelles sont les autorités que je peux solliciter qui vont venir au moins m'aider à constater et en général m'aider à amorcer la pompe dans un certain nombre de pistes. Parce qu'ils ont déjà été confrontés au sujet. Alors évidemment, le cas de l'artisan boulanger-boucher n'est pas le même que celui de Saint-Gobain. Néanmoins, il y a quand même quelques choses constantes, des invariants, comme on dit, qui vont se reproduire. Et puis, tout de suite, quelle communication je fais vis-à-vis de mes clients. Mes clients, dès qu'ils vont la prendre, vont se dire merde, je ne vais pas être livré. D'accord. Mes fournisseurs, ah merde, je ne vais pas être payé. Et mes collaborateurs, ils vont dire ah merde, je vais être viré. Grosso modo, c'est ce schéma-là qui se met tout de suite. Il faut communiquer avec ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire tout de suite à tout le monde, etc. Il faut déjà dire qu'est-ce que je dis à mes clients et comment j'essaie de les sécuriser au moins un certain temps. Bon, si après la messe est dite et tout est foutu, tout est foutu. Je veux dire, on n'y change rien. Et si tout n'est pas foutu, et en général, tout n'est pas foutu, loin s'en faut, je rassure mes clients, je les fais patienter, puis quand finalement les conséquences sont connues, je les informe des conséquences, etc. Les fournisseurs, pareil, et les collaborateurs, pareil. Parce qu'un collaborateur, quand il travaille chez lui, qui apprend que la boutique, si elle a brûlé, il a la trouille, et s'il a cyber brûlé, c'est un peu pareil. Donc, il faut tout de suite les rassurer. Ça prend du temps. C'est des choses qu'il ne faut pas oublier parce que c'est très, très important. Et puis, dernier point, je dirais pour préparer la crise, les dirigeants, alors, je ne sais pas si j'ai que des dirigeants d'entreprise derrière le micro, impliquez-vous. Si vous n'impliquez pas, les gens ne feront pas. Parce que c'est des choses pénibles qu'on leur demande de faire, qui ne sont pas gratifiantes a priori, puisque c'est comme la sécurité incendie, faire l'exercice tous les ans de descendre les 5 étages de l'immeuble, c'est en king tout le monde quand c'est un immeuble, quand c'est juste 3 bureaux, c'est plus simple, d'accord, mais si on l'a jamais fait, le jour où il faut le faire, on met 3 fois plus de temps. Voilà, et montrer l'exemple. Moi, je me rappelle dans le groupe Plasticomium,
avant Saint-Gobain, le patron du groupe nous engueulait parce qu'on faisait changer son mot de passe de son téléphone régulièrement. Après, il nous a remercié, hein, parce qu'il a compris. Voilà. Donc, maintenant que vous avez compris, impliquez-vous et montrez l'exemple, si je puis prendre cette expression. Voilà, hein, le tour un petit peu qu'on souhaitait faire. Alors, un petit clin d'œil à la fin, c'est quelque chose qui vient du site Cybermalveillance, je vais en parler juste après. Donc, si sur la cybersécurité, vous n'avez pas le budget, ce n'est pas votre priorité, vous n'avez pas le temps et que vous n'êtes pas concerné, je n'ai pas affiché le drapeau danger, mais moi, je pense que vous êtes mûrs pour avoir un problème dans les semaines ou les mois, ou si vous avez de la chance, dans les années qui viennent. Voilà. Alors, quelques bonnes adresses derrière. Alors, deux choses. Il y a un site qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, que vous connaissez peut-être, dont le lien est à droite. Bon, c'est sur ce site que je suis allé chercher tout ce que je vous ai raconté. Hein, parce qu'il est très bien fait, il est très ciblé pour une partie grand public et pour une partie petite structure, entreprise PME, TPE, on va dire. D'accord. Tout ce que je viens d'éviter, vous pouvez aller le retrouver, expliquer en long, large, en travers, en plus détaillé, etc., avec des vidéos qui expliquent. Voilà. Et il sert à ça. Donc, c'est un site qui permet de se documenter en amont, en phase amont, en anticipation. Et c'est aussi un interlocuteur quand on a un problème. C'est un peu double emploi à un moment donné avec le CSIRT que j'ai évoqué tout à l'heure, d'accord, qui est aussi un moyen de trouver des partenaires dans votre région pour aider à traiter les sujets. Hein. Donc, c'est une adresse à conserver. Et quand vous avez un peu le temps, le samedi, le dimanche, la nuit, pendant vos insomnies, etc., allez faire un tour, ça ne mange pas de pain, c'est relativement utile. Ouais. Et puis je rappelle pour mémoire, donc le CSIRT que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, en cas de problème, en cas de coup dur, allez le voir. Bon, c'est bien d'aller le voir avant pour savoir si au téléphone, comment on les appelle, hein, parce que le jour où vous n'avez plus d'informatique, vous n'avez peut-être pas surfé sur le web pour pouvoir les atteindre. D'accord. Donc ça existe, sachez qu'ils sont là aussi pour vous accueillir et vous supporter, mais au bon sens du terme, le jour où vous avez un problème significatif en termes de cyber. Puis il y a une troisième adresse, là je vais essayer de la donner pour vous aider dans l'aide au diagnostic. C'est ça. Là, vous avez déjà les deux premières qui sont très bien. Cybermalveillance.gouv.fr, on peut peut-être dire que on prépare la crise. Et CSIRT, c'est pas de bol, la crise est là. Voilà, donc c'est les deux à connaître. Nous, au niveau gendarmerie, on peut vous aider également à faire un pré-diagnostic cyber, c'est-à-dire que vous avez un système informatique, des prestataires, vous avez un réseau, vous avez plein de choses qui vous permettent de fonctionner. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être juste venir vous poser les questions qui vont vous permettre de savoir si vous êtes dans les clous tout simplement, ou si éventuellement vous avez des vulnérabilités potentielles sur votre système. Donc comment ça se passe? Vous m'envoyez un message, je pense que vous avez mon adresse après qui va apparaître, sur... Bon, on la donnera. On la donnera. Voilà, bref, vous me contactez tout simplement en disant que vous avez assisté à ce webinaire, que c'était très bien et que vous souhaitez faire un tour de votre sûreté informatique. On se rencontre. Je vous pose une série de questions. Voilà, ça va être à peu près entre 120 et 150 questions en fonction de la taille de votre entreprise. Les réponses ne sont pas techniques puisque ça se limite à oui, non ou je ne sais pas. À l'issue, je vous remets un rapport en vous disant voilà la question que je vous ai posée, la réponse que vous m'avez fournie. Est-ce que ça représente une faille? Oui. Ça ne s'arrête pas là, puisqu'après, vous allez avoir toute une phase de conseil, c'est-à-dire qu'une faille a été détectée. La mesure corrective, c'est celle-là, et vous avez accès à des ressources, voilà, justement, sur cybermalveillance.gouv.fr, sur l'ANSSI. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller voir vos prestataires informatiques pour vous dire, voilà, tiens, j'ai vu le gendarme, il m'a posé ces questions-là, je n'ai pas été capable de répondre, est-ce qu'on est dans les clous ou est-ce qu'on n'est pas dans les clous? Et ensuite, d'avoir un système qui est un peu plus pérenne, un système qui est un peu plus sécurisé, suivant les recommandations principalement de l'ANSSI. En fait, l'intérêt de... Bon, il y a plusieurs... pour les collectivités territoriales, il y a un peu le même système aussi, etc. L'intérêt de ce questionnaire-là, c'est d'accélérer un petit peu la matérialisation de votre prise de conscience. Donc, si vous pensez qu'il y a quelque chose à faire, c'est un des moyens de faire un peu une liste récapitulative de tout ce qu'il pourrait y avoir à faire, et après d'aller voir des gens compétents qui essaieront de vous vendre ce qu'il est nécessaire et suffisant à faire dans un premier temps, puis nécessaire et suffisant à faire dans un deuxième temps. Et s'ils considèrent que vous êtes parfait, il n'y a rien à faire et ça coûte rien. Voilà. Mais c'est assez rare. Et puisqu'on en a parlé tarifs, c'est une prestation qui est gratuite. Cette prestation d'audit, elle est gratuite. Hein.
Et là encore, on ne fait pas concurrence au marché, je dirais au marché des prestataires. Au contraire, on amorce là, on est plutôt une conséquence à alimenter la pompe en disant, tiens, il y a des gens que vous n'avez pas vu qui ont des problèmes. Il faudrait peut-être aller leur filer un coup de main. Sous-entendu, il y a peut-être quelque chose à leur vendre, entre guillemets, hein. Donc, on n'est pas du tout dans une concurrence avec le marché. Bon, voilà. Donc, maintenant, nous sommes ouverts à toutes questions. Alors, attendez, comment je perds? J'arrête le partage. Et voilà. Nous en avons fini et nous sommes ouverts à toutes questions. Donc, Bah, nous très ne savons bien pas pour si nous moi, hein. saurons C'est répondre. assez complet et assez précis. Moi, j'aurais une question et une remarque. Alors, la première question, elle va être évidente, mais je préfère la poser. On entend souvent certaines de nos entreprises dire bah, j'ai un Mac et un Mac, il n'y a jamais rien. Donc, ça ne sert à rien de mettre des choses dessus. Je caricature, mais on l'entend régulièrement. Et Tu ne caricatures pas, Pascal. C'est- bon, j'ai pas de réponse toute faite à ça. Si vous voulez, le monde Apple étant bien moins grand nombre que le monde Windows ou le monde Android. D'accord? Donc, globalement, pour les attaquants, il y a la cible commerciale à adresser pour pirater, pour attaquer, etc., est bien plus nombreuse dans le monde non Mac. Donc, c'est un peu pour ça qu'ils se sont adressés à ces cibles-là. Après, il est aussi de notoriété publique. Enfin, c'était très vrai il y a 10-15 ans, c'est peut-être moins vrai maintenant, mais il était de notoriété, alors pertinente ou pas, j'en sais rien, que les ingénieurs systèmes d'Apple travaillaient un peu mieux que les ingénieurs systèmes de Microsoft. Donc, il y a un peu moins de trous dans la raquette. Mais bon, c'est de la rumeur améliorée, hein, donc, voilà. Alors, effectivement, après, moi, c'est comme. Moi, il n'y a pas de voleur dans mon quartier. Ben, laisse tes portes ouvertes, hein, tu verras bien, hein. Il y a pas de souci. Là, tu vois, on est dans la logique de, je dirais, de l'assureur, quelque part, ou du technicien incendie, hein. Il n'y aura jamais le feu chez moi, bah, tu mets pas de. Tu mets pas de. Extincteur. Etc. Ça. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais faire un clin d'œil. L'équipement incendie, les tests incendie, etc. Bon, je ne connais pas la réglementation dans le détail, mais grosso modo, il y a une réglementation qui s'est mise en place, donc qui ne doit pas être tout à fait la même pour les entreprises de 5 personnes de celles de 3000, hein, qui sont dans une tour, bien entendu. Il y a un certain nombre d'obligations auxquelles on doit répondre. Okay, et si on ne répond pas à ces obligations, ça doit pouvoir aller au pénal. Je ne suis pas sûr, mais ça doit pouvoir aller au pénal. En matière d'accident du travail, c'est pareil. Okay, si on ne répond pas à un certain nombre de règles, de protection, de machins, de trucs, etc., etc., et qu'il y a un pépin, ou même qu'il n'y a pas de pépin, qu'on se fait choper, entre guillemets, on va au pénal. Et bizarrement, c'est dans les années 70, je crois, quand ça s'est mis à aller au pénal, les accidents de travail, ils ont commencé à baisser. C'est bizarre, mais parce que factuellement, les gens se sont mis à répondre un peu plus favorablement à un certain nombre d'obligations ou de recommandations qu'on pouvait avoir. Dans le monde de la cyber, aujourd'hui, on est dans la logique du conseil. Alors, on est dans la logique du pénal pour les très grosses entreprises. Les très grosses entreprises du type EDF, Aéroport de Paris, etc., etc., eux, ils ont des obligations légales qui emmènent les patrons au pénal, s'ils ne font pas. Alors, ils mettront peut-être 10 ans à être condamnés, hein, mais bon, c'est des choses qui commencent à arriver. On n'en est pas là, et ce n'est pas l'objectif, hein, mais voilà. Donc, on est toujours, de toute façon, le cyber, c'est un risque. Après, chacun prend son risque un petit peu comme il l'entend. Il met plus ou moins de moyens pour le gérer, en fonction des moyens qu'il a et de son évaluation du risque en question. Et après, c'est la statistique et la chance qui font le reste. Hein, je veux Ouais. dire, il faut être simple, hein. Mettez pas dans vos antivirus sur vos PC, vous pouvez être tranquille pendant 10 ans, hein. Puis si vous cliquez sur le mauvais truc, boum, hein, tableau Ouais. Excel qui n'est pas le bon, boum, il va vous faire un truc bizarroïde. Alors, Et j'imagine que sur un Mac, ça fera pareil, quoi, hein. Il y aura Oui, on est d'accord. Bah, pour moi, on est d'accord. hein, voilà. on Donc, partage le même avis et justement, vous parlez d'antivirus, il n'y a pas de bons ou de mauvais antivirus parce qu'on avait une question dans le chat qui nous disait est-ce que vous avez un antivirus à recommander? Bah, je dirais, il faudra déjà regarder un petit peu le niveau de protection qu'on souhaite avoir. C'est un petit peu la réponse que je voulais apporter à cette question. Et je vois aussi passer un autre message. Et est-ce qu'il y a un moyen facile de reconnaître un faux d'un vrai mail? Et votre question, elle est tellement d'actualité, c'est que pendant la conférence, je viens de recevoir un message d'un collègue qui s'est fait pirater sur Messenger. Euh, et donc, tous les mails sont vrais, sauf que ce qui est faux, c'est peut-être la personne qui l'envoie derrière. Et ce qu'il faut peut-être retenir de cette conférence, c'est qu'il y a le facteur humain derrière, il y a la personne la plus
un maillon très faible dans cette chaîne, c'est l'homme. Donc tous les mails sont vrais, mais savoir la question qui l'envoie, alors que ce soit des mails, des SMS, des appels téléphoniques, il faut être très vigilant. Sauf qu'on peut être très vigilant, puis un jour, pas fait comme un autre, parce il y a l'urgence, parce qu'on est stressé, et là, on peut faire le mauvais clic, le mauvais choix, et ça peut être des choses qui peuvent coûter cher à l'entreprise. J'ai donné des éléments pour aider un petit peu dans ce sens-là. Bon, on reçoit en permanence des enveloppes d'œuvres caritatives, que ce soit Petits Frères des Pauvres, les Restos du Cœur et tout ce que vous voulez, pour nous demander 3 francs 6 sous. Vous avez donné une fois, vous recevez du courrier pendant 10 ans. D'accord? C'est un très bon moyen d'usurper l'identité de ces structures-là pour vous faire des choses avec des faux comptes en banque, des fausses destinations, etc., par courrier, avec des chèques, et on peut se faire rouler dans la farine. C'est un petit peu la même chose avec les mails qu'on reçoit qui ressemblent à celui de la BNP, mais qui n'en est pas un tout à fait, etc. Non. Moi, il y a 2 façons simples déjà d'évacuer. Déjà, s'il y a 36 fautes d'orthographe, il faut essayer d'oublier. Donc, c'est sûrement pas un vrai. Mais là, ils commencent à être corrects, les gens. Un bon moyen, on vous demande de cliquer sur quelque chose. Mettez la souris sur le lien. Si c'est la BNP, par exemple, ou la Société Générale qui vous envoie le truc, si dans le lien, il y a des hiéroglyphes très compliqués dans lesquels ne figure pas BNP Paribas ou SocGen, ou etc., etc., vous pouvez vous dire que c'est louche et que c'est pas le bon. D'accord? Rien que ça. Et ça, vous évacuez déjà 90% des mails frauduleux, parce qu'ils ne sont pas très bons pour masquer ces éléments-là. Après, vous avez effectivement de reconnaître, je dirais, l'auteur. Bon, alors, de façon assez simple, on sait aller lire dans l'entête du mail l'adresse mail de l'expéditeur. Bon, c'est aussi assez facile à maquiller. Moi, je ne sais pas faire, mais je sais que c'est relativement facile. Mais si ce n'est pas un mec, une adresse mail dont vous avez l'habitude, avec laquelle vous avez l'habitude d'échanger, c'est quelqu'un de louche qui fait passer un mail qui est louche, donc je le mets à la benne. Et s'il a vraiment quelque chose à me vendre, il va avoir un autre moyen pour me contacter. Moi, aujourd'hui, j'ai pris une règle, par exemple, sur le téléphone, qui est un petit peu analogue. Je ne décroche jamais quand le numéro qui m'appelle n'est pas dans mon annuaire perso. Okay, je dis, s'il me veut vraiment et que c'est un nouveau, va me laisser un message et je le rappelle. Sinon, il ne fait pas. Ce n'est pas un bon, je ne réponds jamais. Et là, pour la petite histoire, depuis 2 jours, j'ai installé l'outil Orange Téléphone, peu importe, qui détecte un peu, qui aide à détecter les numéros bizarroïdes quelque part, et ça ne loupe pas. Tous ceux qui m'appellent, 99 sur 100, ils sont suspectés d'eux, ou etc., indépendamment du fait que je ne les connaisse pas. D'accord? Voilà. Donc, ce que vous dites, c'est bien. Si j'ai un doute sur l'origine de l'expéditeur, je ne décroche pas, je ne clique pas, je ne lis pas, je mets à la benne, ou je l'envoie à mon informaticien préféré si ça peut l'aider à faire quelque chose, d'accord? Ou je le déclare, enfin bon, peu importe. Et puis, deuxième chose, je passe ma souris sur les liens qui sont dans le mail, on me demande de cliquer. Et en général, quand on met la souris sur le lien, c'est en bas à droite, en bas à gauche de l'écran, apparaît le www. Etc., sur lequel on va cliquer, la vraie valeur, qui peut être masquée derrière un texte. Et si là-dedans, on ne trouve pas des trucs caractéristiques de l'institution qui nous écrit, type BNP Paribas, du type Caisse primaire d'assurance maladie, etc., etc., ou CPAM, ou je ne sais quoi, il faut avoir un doute et dire, oh là là, non, ça c'est louche, je ne prends pas. Quitte à rater, évidemment, on ne va pas gagner au loto, parce qu'une fois, ça peut être le vrai loto, mais souvent, ça ne sera pas la Française des Jeux qui sera gagnée. Voilà J'ai un complément également. On a abordé un tout petit peu la question. On parlait des sauvegardes tout à l'heure. Les sauvegardes des données, on est lié aussi au RGPD avec la protection des données personnelles. Donc, il y a une responsabilité qui peut être engagée en cas de problème. Tout à fait. Mais moi, je distingue bien la cyber, les incidents cyber, si vous voulez. Le RGPD, c'est ce qu'on fait des données. Alors, un mauvais moyen, c'est évidemment de les voler. Donc là, on est entre la cyber et puis le machin. Après, je peux communiquer de façon illégale des données à des tiers sans d'avoir quoi que ce soit de cybersécurité sur le truc. Si je diffuse toutes les feuilles de paye de ma boîte à tous les journaux de la région, sur le plan des RGPD, je crois que j'ai un problème. Surtout en tant qu'entreprise, et je vais me faire taper sur les doigts, mais sur le plan cyber, il ne s'est rien passé, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on ne voit pas de questions, Pascal. Moi, je n'en vois pas sur l'espace chat. Profitez-en de nous faire part de vos questions. Ouais, Après, peut-être qu'il va s'exprimer verbalement. Alors, les caméras sont coupées volontairement, sinon c'est pour faciliter. Non, c'est la cacophonie. Voilà. Voilà. Mais si vous avez des demandes, des questions, vous nous envoyez un mail au niveau des référents
au niveau des référents de la chambre de métier. Et Pascal, après, va vous présenter, vous redonner les numéros de téléphone, les mails des conseillers Voilà. numériques de la chambre de métier, et on pourra vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs, soit de la gendarmerie, soit de la police, ou les sites internet que vous avez présentés tout à l'heure. Voilà. Alors, pour vous sécuriser encore un peu, pour dire qu'au niveau de la gendarmerie, il se passe des choses. Donc, demain matin, moi, j'ai une réunion à l'état-major de la région, là, où la gendarmerie veut essayer d'utiliser mieux et de façon plus dense des réservistes citoyens comme moi qui ont un peu de bouteille dans le sujet, ou plus jeunes et qui ont un peu plus de technologie pertinente sous la main, pour justement aider dans ces démarches de sensibilisation et d'assistance vis-à-vis du monde privé, du monde public, on va dire, enfin public au sens non gendarme, non militaire. Voilà. Donc, c'est vraiment un sujet qui est à la mode et dans laquelle on peut espérer qu'on sera de plus en plus nombreux sur différentes facettes à filer des coups de main, soit des institutions comme la Chambre des métiers et ses équivalents, type CPME et autres, hein, tous les organismes consulaires qu'on peut imaginer à droite, à gauche, pour amener, je dirais, monter le niveau moyen sur ce sujet-là. Pour mémoire, j'avais fait une petite étude il y a 5 ans maintenant. C'était pour le SIGREF, qui est une organisation de direction informatique. Il y a 1 500 000 entreprises à la grosse, de petite et de moyenne taille. Je la fais simple. Si je divise par 100, ça veut dire 150 000 par département. D'accord. Si j'en vois 20 par semaine, vous voyez le nombre d'années qu'il me faut pour que je les ai toutes vues pour les sensibiliser au système, au sujet. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'actions qui vont se lancer dans ce sujet-là. Et j'espère que ça sera des actions assez pratico-pratiques. Hein, pas trop de thé dansant, hein, mais de pratico-pratique pour que les gens prennent vraiment conscience des sujets et puis prennent des décisions pour qu'il se passe quelque chose dans l'entreprise. Voilà. Bon, pour la Chambre des métiers, hein, on reste tous les deux, hein, mais on est disponible s'il faut expliquer un truc, revenir une demi-heure, reparler, etc., pour tel ou tel sous-ensemble, etc. N'hésitez pas. On n'est pas dans le secteur marchand, donc tant qu'on a la capacité à le faire et que ce n'est pas contraire à nos trucs, il n'y a pas de souci, on fera. J'ai une dernière question, alors ça peut être une pseudo-conclusion. Est-ce qu'on arrive à retrouver les pirates? Je m'adresse aux gendarmes. Ça arrive, c'est pour ça que si vous êtes victime d'une tentative ou d'une attaque, c'est important de nous faire remonter, cette attaque. Ouais, si on dit rien, c'est difficile de retrouver les pirates, hein. C'est pas évident, bien sûr, ils sont forts, hein, de toute façon. Mais il y a quelque temps, oui, il y a eu des démantèlements de réseaux cybercriminels qui ont été trouvés justement aux remontées d'informations. Ça a permis de trouver la façon d'attaquer et de savoir quel groupe criminel était derrière. Mais oui, ça arrive. Voilà, si vous voulez, au niveau des structures gendarmerie que je ne connais pas tout, hein, donc on a des gens comme adjudants qui sont dans les départements ou dans les régions, donc qui ont une certaine capacité, on va dire, d'investigation, d'accord. Et puis il y a un relais, on va dire, enfin, j'en connais au moins au niveau national, un centre qui s'appelle le C3N, si je ne dis pas de bêtises. J'ai toujours oublié les 3N, mais peu importe. Où là, vous avez une centaine, l'ordre de grandeur c'est ça, une centaine de champions du monde de la cybersécurité. Hein, et eux, ils savent aller chatouiller les orteils à Poutine s'ils veulent. Je n'ai pas dit qu'ils le font, hein, mais ils savent aller chatouiller les orteils de Poutine s'ils veulent. Donc ces gens-là savent retrouver ou savent aller empêcher de faire s'ils veulent. D'accord. Donc il y a des capacités d'eux. Après, suivant que vous êtes Airbus Industrie, que vous êtes François Guyot, entreprise indépendante de consulting, l'investissement ne sera pas forcément le même, bien entendu. Hein, mais il y a les capacités et je veux dire, un incident qui arrive chez une petite entreprise qui, comme par hasard, bosse pour une plus grosse, hein, c'est souvent un moyen d'entrer dans les plus grosses, etc. Elle a un incident, elle en parle à la gendarmerie, il y a une investigation. En général, ils ont le nez creux, les oreilles fines, hein, si je puis prendre cette image. D'accord. Ah, il y a un truc bizarre, clac, 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 ça remonte la chaîne. Et effectivement, ça peut éventuellement être exploité de façon beaucoup plus globale. C'est pour ça qu'il faut, quand on a un problème, il faut appeler, il faut porter plainte, etc., etc. Alors, zone gendarmerie, les gendarmes, zone police, les policiers. Bon, je ne connais pas le détail dans le fonctionnement, mais grosso modo, il faut des métiers voisins, on va dire, qui se ressemblent. Hein, ils ont des fonctionnements qui ont l'air différents, mais qui, in fine, sont quand même un petit peu les mêmes. Quoi. Donc, ne pas hésiter à aller au commissariat dont on dépend, aller à la brigade gendarmerie dont on dépend.
Hein, parce que Si ça on peut renforce. terminer, nous, c'est le discours qu'on tient avec les collègues aussi, c'est être vigilant. Hein, ça revient un petit peu au discours de tout à l'heure. C'est pas cliquer n'importe où, c'est vérifier les cases qui sont cochées, les choses qu'on installe par défaut, etc. Ben, c'est comme dans plein de domaines, il faut être vigilant. Voilà, et pas faire tout et n'importe quoi à la ramasse, à l'arrache, puis après se plaindre en disant ben, j'ai récupéré des problèmes, des virus, des trucs, des machins. Alors, c'est un conseil, entre guillemets, de l'ancien qui a un peu d'expérience que je peux donner. Alors, on a parlé tout à l'heure d'une sorte d'audit, en quelque sorte, un petit peu simplifié de mise en bouche, on va dire, sur les sujets de sécurité. D'une façon générale, quand j'ai une installation informatique numérique avec quelques dizaines de machines, suivant les cas, ne pas hésiter de temps à autre de se dire, je vais faire auditer mon bazar, hein, toute l'installation, etc. Je vais me faire cuisiner, les gens de chez moi vont se faire cuisiner, ça se prépare avec eux, pour se dire où est-ce que j'ai des trucs qui sont pas dans la ligne du parti, entre guillemets, qui sont pas bien, où est-ce que je suis imprudent, où est-ce que je suis pas bon, etc. Pour au moins inventorier les points, les maillons faibles qu'on a et pouvoir les corriger. Ne pas mettre la tête dans le seau, hein, le dernier slide que je vous ai passé, ne pas mettre la tête dans le sable pour ne pas savoir. C'est mieux régulièrement de se poser les questions pour savoir si on est conforme. On fait vérifier que nos installations incendie sont conformes. Il faut vérifier que nos installations numériques sont conformes ou sont professionnelles. Hein. Ouais, je fais mes sauvegardes correctement. Je ne fais pas de la sécurité, je fais du professionnel. C'est même pas de la sécurité, c'est du professionnel. Une informatique sans sauvegarde, ça n'est pas professionnel. Ça ne marche pas ou ça ne marche pas longtemps. Ouais, Voilà. on est d'accord. Voilà. Bon, si je Voilà peux pour. donner ce conseil de 40 ans de DSI, pour faire simple. Ouais. Voilà, donc comme Merci. bah, sur ces domaines-là, on peut faire les relais, on peut vous accompagner, hein, c'est ce qu'on vous montre à l'écran. Donc la chambre de métier peut vous accompagner, alors où je laisse Thierry faire le listing et puis je ferai la conclusion à la fin. Eh ben, si tu veux, Pascal, d'une manière générale, on vous accompagne sur du diagnostic de l'entreprise. Diagnostic numérique, c'est de faire l'état des lieux, des pratiques, site internet, réseaux sociaux. Ça peut être, on fait aussi le point sur les questions de sécurité, de prévention. On peut accompagner les entreprises sur la rédaction de cahiers des charges, sur des audits de sites internet, et ça revient aussi à vérifier des fois des points de sécurité. Tout ce qui est signature électronique pour être identifié, tout ce qui est SIV, c'est tout ce qui est matriculation des véhicules, tout ce qui est commande de marché public. Et ces accompagnements sont gratuits. Pourquoi ils sont gratuits? Parce que nous sommes financés par l'État et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, ces accompagnements qui peuvent varier d'une demi-journée à une journée, c'est sur des domaines assez larges, réservation de nom de domaine, présence sur les réseaux sociaux, créer sa première page sur un Facebook, sur Instagram, réaliser un fichier clientèle, être conforme à l'RGPD, et tout ce qui va être aussi, par exemple, paramétrage, prise en main d'outils comme Chorus Pro, tout ce qui est dépôt de facture avec les collectivités, signature électronique. Et je dirais trois petits points, ça peut être du dessin 2D, 3D ou des questions de cybersécurité comme on l'a vu cet après-midi. Et en fait, au niveau de la chambre de métier, comme l'a redit tout à l'heure Pascal en introduction, nous sommes une équipe avec des conseillers. Je vous repartage l'écran avec notre nom, notre téléphone, notre mail et vous pouvez contacter le conseiller de votre département. Et nous sommes une équipe, chacun a des spécialités ou des domaines de compétences plus ou moins poussés en fonction de son expérience et on échange beaucoup. Et donc pour ça, on est là pour répondre à vos demandes, à vos questions. Et là, c'était le deuxième webinaire de la journée. Il y en aura un troisième tout à l'heure avec une banque qui va être je dirais le suivi, notamment tout ce qui va être au niveau des modes de paiement. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous suivre sur cette semaine du numérique. Voilà, puis pour terminer ce que disait Thierry sur la diapo suivante, donc vous pouvez voilà, retrouver les liens sur les webinaires. Hein. Il y a également des replays, on nous a posé la question et on nous la pose régulièrement. Donc il y a les replays, il y a également des tutos. Hein. On a mis en place des fiches pratiques sur certains sujets. Et puis, bah, ça sera la suite logique de l'atelier qu'on vient de faire. Comme le disait Thierry, on va d'ici 1 heure à peu près, avec l'appui d'une banque, refaire le point un petit peu sur les paiements en ligne liés aux problèmes de cybersécurité. Et puis également toute la semaine, cette semaine du numérique, avec 2 webinaires par jour jusqu'à vendredi. Voilà, donc on tenait à nouveau à vous remercier pour votre présence. Hein. On a toujours autant de fidèles qui nous suivent et qui nous accompagnent, donc ça fait plaisir. Et puis donc,
on vous donne rendez-vous à tout bientôt sur nos prochains webinaires, puis éventuellement à la Chambre pour des questions et des informations liées au numérique. Donc voilà, merci à nos amis intervenants et puis merci à toi Thierry. Bonne journée, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.